En 2019, le MCU c'était une folie. Les films Avengers étaient au cœur de tous les débats, tout le monde adorait les personnages, c'était un véritable phénomène de société. La plupart des films du MCU gravitaient autour des 1 milliard au box-office et 2 milliards pour les Avengers. Les films étaient tous bons, voire excellents, l'univers était passionnant et de nombreuses scènes étaient devenues totalement cultes. Mais depuis Endgame, la qualité a globalement dégringolé, les objectifs de l'univers et les enjeux sont devenus beaucoup plus flous, les liens moins évidents et la direction incompréhensible, ce qui a amené un désintérêt progressif que nous allons analyser dans cette vidéo type podcast avec le talentueux Deviantprod et essayer de comprendre comment le MCU peut s'en sortir et comment il peut arriver à se relancer, en parlant de tous les sujets, notamment de ce qu'est une bonne adaptation, parce qu'étonnamment, les comics il en existe des centaines de milliers, le matériau de base est immense, alors on peut se demander comment les histoires que l'on nous montre sur grand écran n'arrivent pas à être suffisamment convaincantes ou épiques. Bref, bon podcast à vous. Donc déjà j'aimerais que, pour un peu mieux nous comprendre, te comprendre, parler de un peu quelle est ta relation aux comics et aux films, qu'est-ce que t'as aimé en premier, qu'est-ce qui t'a fait aimer l'autre genre, et est-ce que t'as vraiment des œuvres marquantes qui toi t'ont suivi et qui sont des références pour toi? Bah moi clairement j'ai commencé avec le comic. J'ai commencé jeune et je suis vieux, donc je lis des comics depuis très longtemps pour le coup. J'y ai été mis par mon oncle qui avait déjà des comics à l'époque, à une époque où c'était encore moins la mode que quand moi j'étais jeune. Et donc ouais, j'ai toujours lu des comics en fait. Et il faut voir que bah moi à mon époque au départ, des films, il n'y avait pas tant que ça. Le MCU, c'est arrivé bien plus tard. Voilà, enfin, j'ai connu la sortie des Spider-Man de Raimi, des X-Men de Singer, et des Blade et ainsi de suite, et puis aussi tous les mauvais. Donc ouais, mon rapport il est surtout aux comics de base. Pour moi, le côté film et série, c'est du bonus. Mon amour de base, c'est pour les comics. Mais je suis un amoureux de cinéma et de séries aussi. Donc je suis content quand les programmes sont de qualité. Dans les œuvres marquantes, il y en a plein. Alors, en lecteur, je suis un lecteur de DC, de Marvel et d'Indé. Je suis un grand fan de Superman, un grand fan de Nightwing. En œuvre Marvel, le travail d'Hickman, par exemple, sur les Avengers, New Avengers, tout l'arc, justement, qui a conduit jusqu'à Secret Wars, avec les Fantastic Four, FF, tout ça. Gardiens de la Galaxie, je suis un des connards qui, quand les Gardiens de la Galaxie ont été annoncés, j'habitais à Lyon à l'époque, j'ai vu les premières affiches dans les abribus des Gardiens de la Galaxie, je me suis dit oh ça a l'air trop bien, ça a l'air trop cool, et du coup bah j'ai lu tous les Gardiens de la création à nos jours. Voilà, je suis un peu ce genre de fan un peu extrême, où ah ok vous allez faire les Gardiens, d'accord, bon bah faut que je connaisse, du coup j'ai tout lu, de A à Z. Après ouais, il y a plein de choses que j'aime, du côté de Marvel, enfin... Dans les FF, il y a des très bons runs. Le travail de Brubaker sur Captain America, par exemple, qui est très bien aussi. Chez DC, des œuvres comme New Frontier, des œuvres comme Kingdom Come, enfin plein de choses vraiment. C'est un truc débile, mais est-ce que par exemple t'as plus d'attachement pour les œuvres films ou les œuvres comics que t'apprécies le plus? Je sais pas si je peux mettre vraiment une échelle. Il y a des films que j'ai vraiment adorés, entre autres dans le MCU. Le premier Avengers, c'était incroyable. Si tu veux, je suis très critique sur le MCU et sur les comic book movies en règle générale, mais j'ai envie d'aimer. Je suis toujours un fan de ces univers-là, et moi, quel que soit le médium ensuite, que ce soit en comics, que ce soit en animation, je me suis retrouvé devant Spider-Verse, j'étais comme un gosse. Quand je me suis retrouvé devant Captain America First Avenger, j'avais un smile jusqu'aux oreilles, pareil avec Winter Soldier. Après, il y a d'autres films où je suis beaucoup plus critique, parce que, tu vois, souvent, il y a cette réflexion par des gens de ouais, mais ça va, pour du Marvel, c'est vraiment cool. Mais on parle pas d'un studio indépendant qui a 15 000 $ de budget. On parle d'un des plus gros studios au monde, qui appartient à la plus grosse entreprise de divertissement au monde. Je suis désolé, un réal indépendant qui fait ça avec sa caméra, sa propre caméra, machin, oui, effectivement, je vais lui passer plein de choses. Parce que le mec, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. C'est comme si j'allais voir un film Star Wars, et que je disais, ouais, les VFX sont pas top, mais bon, ça va pour du Star Wars. Bah non, c'est censé être les pionniers, c'est censé être les meilleurs. Et Marvel, c'est ça. Ils peuvent embaucher n'importe qui, ils ont l'argent pour le faire, ils ont la renommée pour le faire. Où est le problème? Le problème, il vient d'ailleurs. Ils ont l'argent pour créer des chefs-d'œuvre et quand par exemple tu vois un The Marvels qui doit être, je sais pas, le 11e plus gros budget de l'histoire du cinéma ou un truc délirant comme ça,
Tu te dis, mais ils ont fait un téléfilm, quoi, avec cet argent. C'est mon avis, hein. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment, mais je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont adapté avec ça? Ils ont rien adapté du tout. Quand tu te dis que je suis sûr qu'il y a des histoires, que ce soit de Monica Rambeau, Carol Danvers ou Kamala Khan, même si c'est un personnage plus récent, je suis sûr qu'il y a des histoires bien plus intéressantes à raconter, mais à la limite, faut pas mettre ces 3 personnages ensemble s'ils ont rien en commun et s'il y a rien à raconter avec. Moi personnellement, j'ai pas cru un seul instant à leur complémentarité, même si on n'est pas là pour parler de The Marvels, mais de toute façon, on va y venir. Moi personnellement, je suis sûrement pas de la même génération, puisque Spider-Man de Sam Raimi était même pas encore... je suis né après la sortie de ces films-là. Moi, c'est plus En fait, j'ai commencé à lire les comics. Mon père, il m'a fait lire toute l'intégrale de Spider-Man, de la création, c'était 62, jusqu'à à peu près les années 90, un truc comme ça. Et moi, j'étais absolument fan de ça. Les premières intégrales des 4 Fantastiques. Et vraiment, oui, je suis tombé amoureux de ces personnages-là. Au-delà de ça, le MCU, j'ai commencé tard à le regarder. Ça devait être, je sais pas, je dirais 2014, quoi, un truc comme ça. Et sauf que quand t'es gamin et que tu vois ça, enfin, c'est la folie. Et j'ai eu la chance d'avoir suivi tout le MCU jusqu'à Infinity War. Enfin, quand je suis ressorti de la séance, je me suis dit waouh, quoi. Ils ont créé ça sur 10 ans. Il y avait une certaine magie, en fait. Tu te disais, mais ils ont réussi à faire ça. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Et ils ont réussi à faire plaisir aux gens qui avaient suivi cet univers. Parce que, j'ai toujours dit, mais quand un final est réussi, tu peux pardonner des trucs qui se sont passés avant, qui étaient moins bien. Et quand je suis sorti de la séance, je me suis dit, là, j'étais conscient qu'ils avaient réussi quelque chose de fort. Surtout avec leur film qui se termine mal à ce moment-là. Moi, c'est mon film préféré, Infinity War, pour tout ça, parce qu'en fait, c'est un film... Et pareil, c'est mon préféré aussi. C'est parce qu'en fait, ce film, il arrive à être excellent, avec des excellents décors, une musique, elle est incroyable, la musique. Franchement, Alan Silvestri, il signe la meilleure. Une excellente gestion d'un casting choral, ce qui est très compliqué. Oui. D'avoir autant de personnages et de donner de la place à chacun. Chaque personnage a son arc, et c'est que surtout... voilà, c'est la conclusion, les pierres d'infinité qui nous ont été teasées partout réussissent à nous intéresser, et c'est hyper épique. Et à l'époque où, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, mais cette espèce de méthode Marvel avec beaucoup d'humour, je trouve que dans Infinity War, on met ça un peu de côté pour se concentrer à fond sur les enjeux. Donc c'est un film qui en fait est parfait. Pour moi, il y a très peu de choses qu'on aurait pu changer à ce film. Il est très bien rythmé. En fait, je prends toujours autant de plaisir à le voir. Donc moi, œuvre marquante, c'est Avengers Infinity War. Et je dirais les premiers comics de Spider-Man et les 4 Fantastiques. Pour ce qui est du plus récent, j'ai un peu plus de mal parce qu'en fait, comme moi, j'ai pas suivi tous les runs et tout, en fait, souvent je suis un peu perdu dans les nouvelles histoires. Mais par exemple, avant la sortie de Secret Invasion, j'avais lu Secret Invasion, j'ai lu Secret Wars, Time Runs Out et tout, pour être préparé, pour avoir une certaine base de connaissances. Mais je suis pas un lecteur régulier des séries. Donc je suis conscient que moi, je suis pas forcément pleinement légitime pour parler de comics, mais je sais que j'ai une base qui fait que je peux quand même en parler. Parce que j'ai quand même lu pas mal de choses, hein. Même si je dis que je suis pas régulier, dès que je vais dans une Fnac ou un truc, j'ai envie d'acheter un comics, quoi. Mais je suis pas comme toi, je regarde pas les sorties de la semaine et tout, mais j'essaye en tout cas de lire un maximum. Des fois, je vois par exemple, quand j'ai lu Secret Invasion, je me suis dit, mais ça va être incroyable. Et quand tu te retrouves devant le produit, moi personnellement, Secret Invasion, je peux pas. Et en plus, c'était même pas si cher que ça à adapter. Si tu fais la même histoire avec les mêmes personnages, mais que tu prends la vision du comics. Quand je vois par exemple un réalisateur, je sais plus le nom du réal de Secret Invasion, quand tu vois qu'il a pas lu le comics, ou en tout cas qu'on lui a dit de ne pas s'en inspirer, quand tu vois que Taika Waititi qui a fait des films Thor, il a lu un comics et il s'en bat les couilles. Faut bien comprendre, il y a des gens qui disent en gros qu'on reste bloqué sur les comics et qu'on veut absolument que ce soit ce qu'il y a dans les pages du comics. C'est pas ça. Le truc c'est que si effectivement on met des scénaristes talentueux qui ont des choses à proposer, il y a pas de souci, on y sera ouvert. Infinity War, c'est pas du tout la manière dont ça se passe dans les comics. Normalement dans l'arc du Grand Infini, il y a déjà Warlock à ce moment-là, il y a énormément de choses qui sont différentes, mais c'était écrit de manière compétente. Et du coup, pas de souci, moi on me propose quelque chose d'autre, mais qui est fait de manière compétente, j'ai pas de problème avec ça. Là où il y a un souci, et comme tu le dis, c'est valable pour The Marvel, c'est valable pour Secret Invasion, c'est quand il y a des choses existantes qui sont de qualité, si tu décides de t'éloigner de ce qui existe du matériau originel, bah dans ce cas, faut que t'en aies le talent. Et donc c'est un qui tout double.
soit tu t'en éloignes, t'as le talent, et effectivement, il n'y a pas de souci, on te suivra, soit tu l'as pas, comme hélas, ça a souvent été le cas, surtout sur ces dernières phases. Tu ne peux pas demander à ne pas être comparé aux comics alors que tu es basé sur ces comics. Tout ce que tu utilises a été créé dans ces comics. On peut pas nous demander de ne pas le comparer. Donc quand évidemment un truc comme Secret Invasion qui est tellement intéressant dans les comics, quand on fait ce qu'ils en ont fait sur le petit écran, il faudrait aussi parler des problèmes de la... Alors dans la méthode Marvel, il y a aussi tout le côté de on filme des trucs et puis on voit après ce qu'on peut faire avec. Ce qui est un énorme problème, ce qui explique les budgets hallucinants pour des trucs où tu te dis mais c'est pas possible, enfin ça aurait dû coûter 50 fois moins. Et ça c'est parce que, bah voilà, ils filment des scènes, ils se rendent compte que ça fonctionne pas, donc ils essayent autre chose. C'est les critiques qu'a fait James Gunn, hein. Depuis qu'il a la tête de DC, il en a parlé, c'est les critiques qu'il a faites par rapport au MCU, où effectivement, bah voilà, James Gunn a cette méthode, lui, d'écrire son film d'abord, d'arriver avec un film écrit, ce qui permet non seulement que voilà, t'es vraiment ta construction en tête en avance, et surtout aussi que tes équipes de VFX aient le temps de travailler. Parce que quand tu leur refais faire 50 fois chaque scène, parce que t'es pas sûr de ce que tu veux, rappelez-vous, quand Thor est avec Loki, avec Odin, juste avant qu'il meure, où à la base on avait vu les images où ça se passait dans une ruelle de New York, ensuite après ça se passait sur ils ont changé d'avis, bah non, ça va se passer sur une falaise en Norvège, et ainsi de suite. Pourquoi on a eu une scène finale de Black Panther aussi pourrie? C'est parce que les mecs des VFX ont eu 6 semaines pour pouvoir la faire, parce que les gars ont changé d'avis au dernier moment, et voilà, ça c'est le problème de la méthode Marvel. Mais sur le côté adaptation, vous avez des comics qui ont énormément plu. Vous avez des comics qui, pour certains, sont cultes, se sont très bien vendus. On dirait qu'il y a une honte à s'en inspirer, en fait. On dirait qu'il y a une honte à remettre sur l'écran ce qu'il y avait dans le comics. Ça devrait pas être le cas. Comparons le Japon et l'Occident. Ici, on a l'impression que dire remettre sur écran ce qu'il y a eu sur papier, c'est une espèce de honte. Mais c'est ce que font les animes depuis très longtemps. Et ça marche de ouf. Et du coup, le public, quand ils arrivent à la fin de leurs épisodes de l'animé, et qu'il faut attendre la semaine prochaine pour voir l'épisode suivant, bah ils foncent dans leur librairie pour aller choper le manga, parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre, et qu'ils ont envie de savoir la suite. Et on le voit à chaque fois qu'un animé sort et est plutôt de qualité et fonctionne, bah on voit les pics sur les ventes du manga correspondant après. Donc pourquoi du côté comics, ça serait une honte? Parce qu'on a des contre-exemples en plus. Invincible. Ça ne se vendait pas. C'est un échec commercial en France jusqu'à la série de Prime, où là, les ventes ont explosé. Walking Dead, un des plus gros cartons de l'histoire du comics. À une époque, les chiffres du marché des comics en France étaient faussés, parce que c'était Walking Dead qui portait tout le truc. Lock and Key, ainsi de suite. Il y a plusieurs exemples. Le MCU ne ramène personne vers les comics. Et encore une fois, on n'a pas de souci avec le fait de s'en éloigner. À la limite, si à un moment t'as une très bonne idée. Mais quand c'est pas le cas, comme The Marvels, comme Secret Invasion, comme plein d'autres programmes, prends pas de risque, prends un truc qui fonctionne. Et ça va pas lasser les gens, même si c'est la même chose, ça n'est pas la même chose, parce que ce sont des médiums différents. Quand tu lis un manga et que tu vas voir l'anime, c'est parce que cette fois il y aura la musique, il y aura des interprétations de comédiens, il y aura le mouvement dans l'action, il y a plein de choses qui apportent à ce que tu as eu sur le support papier. De la même manière, même si j'ai lu un arc en comics, sur écran, ça sera pas la même chose, parce qu'il y a des acteurs, parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a plein de choses. Donc ça n'est pas la même chose en réalité. C'est ça que souvent les gens n'arrivent pas à comprendre. Moi, ce que je vois, c'est que c'est la seule fanbase. On peut prendre, je sais pas, même Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Narnia, enfin, tout un tas de licences où les gens sont très attachés à l'œuvre originale. Au moindre changement créatif, c'est une honte, c'est un crime. Harry Potter. Oui. Et pour les fans de comics, il y a un changement. Oh, il y a pas l'arc avec l'elfe de maison, avec Hermione qui fait son syndicat pour les elfes machin. Scandale. Et d'ailleurs, quand ils parlent de la série qu'ils veulent faire sur Max, tout de suite ça sera plus fidèle au bouquin, ça permettra de mettre des éléments en plus. Moi je suis la team de... y a beaucoup de choses bien plus intéressantes dans les livres qui n'ont pas été utilisées. Même par exemple, dans un des meilleurs films Harry Potter, c'est le 3, et pourtant il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas été mis, et qui sont importants pour l'histoire. Il y a plein d'explications qu'on n'a pas, mais c'est pas grave parce que le film reste bon. Juste, c'est un cas très différent, parce que le délire, c'est que là, on est sur des œuvres qui suivent les livres, c'est juste que les livres étaient de plus en plus épais, faut s'en rappeler pour ceux qui les ont lus, les livres gonflés à chaque nouveau volume, et que effectivement pour des films avec une durée limitée, t'étais obligé de faire des choix. Mais c'était des choix qui étaient faits, toujours dans cette optique quand même, d'essayer au maximum de suivre la trame des livres. Et ça n'était pas une honte. Et au contraire, ça aurait énervé les gens, que ça les suive encore moins. Après, il y a certains films Harry Potter qui sont quand même un petit peu une honte. Mais par exemple, le premier et le deuxième qui sont très fidèles, il y a moins de prise de risque que dans le troisième. Je les trouve hyper bons. Moi, personnellement, je trouve que le premier est un chef-d'œuvre, clairement, parce que
tout ce qui a été écrit dans le livre, et je trouve hyper bien retranscrit. Pour moi, c'est une adaptation parfaite. D'ailleurs, je voulais y venir, te demander pour toi, qu'est-ce qu'une adaptation parfaite ? J'avais fait un sondage sur mon onglet communauté. Les gens ont voté en majorité, dans 54% sur 4000 votes, transmettre le message de l'œuvre. Le message principal. Ensuite, avoir la même ambiance, retrouver les personnages, et enfin, apporter un regard différent qui est le moins voté quand même. Ça dépend en fait déjà de l'œuvre, oui. Mais pour moi, le plus important selon moi, c'est déjà avoir une ambiance un peu similaire. Par exemple, j'avais relevé les films qui ont le plus marché critique de super-héros. Il y a Batman The Dark Knight, les Spider-Verse, Infinity War, The Dark Knight Rises, les Gardiens de la Galaxie 3, Avengers Endgame. Là, j'ai pris sur Allociné pour les spectateurs. Et je me dis, c'est que des films qui, en vrai, ne sont pas vraiment inspirés trait pour trait d'un run des comics, même si c'est l'ambiance qui est retransmise. Par exemple, dans Infinity War, c'est un peu l'ambiance qui est mise. Et en fait, les gens aiment bien quand on se sépare de l'œuvre originale, dans le genre super-héroïque aussi, parce que c'est beaucoup moins médiatisé, je trouve, les comics. Lu. Par exemple, ça reste une niche, hein, donc c'est aussi ça, la plupart n'ont pas lu les comics à la base, de toute façon. Mais voilà, je voulais te demander, pour toi, qu'est-ce qui fait pour toi une bonne adaptation, ou quand tu vas voir un film qui s'est inspiré de quelque chose, tu te dis, ah oui, là, c'est bien adapté. Par exemple, pour un animé ou n'importe quoi, toi, quand est-ce que tu te dis, ah ouais, là, j'ai passé un bon moment ? Alors, encore une fois, comme très souvent, il n'y a pas vraiment de règles, tout va dépendre du talent des personnes impliquées dans le projet, mais en gros, les points pour moi qui sont vraiment importants, c'est respecter l'essence des personnages. Si on parle d'un arc précis adapté, c'est effectivement respecter l'ambiance, mais je pense que vraiment, le point de départ pour moi, c'est vraiment... Tout se passe autour des personnages, et du coup c'est vraiment respecter l'essence des personnages. Si ton Spider-Man respecte vraiment l'essence du personnage, ça fonctionnera dans l'histoire que tu vas mettre, parce que c'est ce Spider-Man, donc il va réagir comme réagirait Spider-Man. Donc pour moi c'est vraiment la base. Après, en seconde position, pas loin derrière, effectivement il y a l'ambiance. Si tu me dis que c'est un arc particulier que tu adaptes, dans ce cas c'est l'ambiance. Regarde un truc comme Civil War. Civil War est très différent du Civil War des comics, pour autant... Très je le trouve très bien, parce qu'il a réussi à trouver sa façon à lui de créer ce conflit, et ça marche. Et ça marche. Puis dans le cas des comics, tu peux pas parce que dans le MCU, leur identité était connue de presque tout le monde. Il n'y a pas de masque, de toute façon, il n'y a pas de réussi à adapter dans le MCU. C'est ça, et encore moins dans Madame Web. Mais oui, là c'était bien plus intéressant, cette histoire de on est contrôlé par le gouvernement, on n'est pas contrôlé par le gouvernement par rapport aux comics. C'était pas plus ou moins intéressant que les comics, mais dans le cadre de ce qu'ils avaient fait dans leur univers, c'était bien plus logique. Et c'était hyper compétent pour le coup, parce qu'ils ont réussi. C'est très important d'avoir toujours, avec l'antagoniste, entre guillemets, puisque là du coup c'est deux héros qui deviennent leurs antagonistes respectifs. Mais il faut toujours ce truc d'un rapport personnel. Et du coup, t'as en même temps ce côté politique du super-héros, mais t'as en même temps au centre, ce qui fait que le combat final est aussi impactant, t'as aussi deux individus qu'on considère comme des amis et qu'on voit se lever l'un contre l'autre. Et pour le coup, c'est peut-être même un peu mieux amener le conflit entre les deux que dans les comics. J'irais même jusqu'à dire ça. Ça peut aussi arriver des fois. Et c'est en ça que c'est vraiment une histoire de talent, encore une fois. Je ne comprends pas que Marvel, qui peut se permettre d'embaucher qui ils veulent... Regarde un exemple à la con. Du côté Star Wars, c'est souvent arrivé, pour moi il y a plein de problèmes d'écriture dans pas mal de programmes Star Wars de l'ère Disney. Et là t'as Andor, t'as Tony Gilroy qui débarque, qui est un scénariste hyper réputé. Le mec il fait quoi ? C'est lui qui a tout écrit, et tous les réals qu'il embauche, c'est que des gens qui ont eu qui sur leur cheminée chez eux ont des awards des prix qu'ils ont eu pour des séries anglaises qui sont connues pour être de très bonne qualité. Ça pour moi c'est la base. T'es putain de Star Wars, t'es pas un stage en entreprise, t'es pas censé faire venir des troisièmes, bosser 3 jours dans les bureaux et écrire un scénar ou réaliser un film. Je ne comprends pas cette logique de tiens on va tester tel non, prends des gens compétents. Des gens compétents qui savent ce qu'ils font. Alors c'est plus facile à contrôler les petits jeunes, mais justement, prends des risques, prends des gens plus compétents, et on a vu le résultat. Ouais, et en fait ce qui est marrant, c'est que dans le MCU notamment, j'ai l'impression qu'ils mettent moins l'accent sur le payer un bon réal, un bon scénariste, que payer les acteurs. Ouais. Les acteurs ont un salaire mais bien trop élevé, alors que dans ce genre-là, c'est très important pour moi d'avoir un bon réalisateur en tant que directeur d'acteur. Parce qu'en fait, comme tout est pratiquement fait en CGI, etc., si tu veux la moindre émotion, le moindre truc, il faut un très bon réalisateur. Et là, je regarde, mais quand je vois que le réalisateur de Thunderbolts, ça va être Jack Schrader, il a fait presque que des séries,
Captain America Brave New World, il a absolument rien fait non plus. Il a fait 2-3 films très mal notés d'ailleurs sur Allociné. Il y avait cette stratégie à l'époque de faire percer des réalisateurs, les frères Russo par exemple, Taika Waititi, des gens, même James Gunn qui était pas très connu. Mais en fait, ça marche que s'ils ont un potentiel. Quelle idée d'avoir pris le scénariste de Bob's Burger pour faire ton Ant-Man Quantumania. Il avait presque rien écrit avant, et tu lui donnes d'entrée la possibilité de faire le scénario du film qui introduit tous les enjeux de ta saga, plus le gars qui l'a conclu. Alors qu'il a rien prouvé du tout, il a écrit des talk shows. Les mecs sont dit multivers, ils ont été chercher tous les gars de Rick et Morty. C'est vrai, en plus Michael Waldron aussi. Michael Waldron, j'étais plus botté par ce qu'il a fait, mais c'était un risque. C'était un risque énorme de prendre Michael Waldron. Je suis curieux de voir Michael Waldron ce qu'il va donner, parce que, comment dire, beaucoup de gens mettent à son crédit le succès de la première saison de Lucky. Sauf qu'on a découvert entre-temps qu'en réalité, c'est Rick Martin qui avait réécrit énormément de choses. Surtout que moi, je préfère largement l'écriture de Rick Martin dans la deuxième saison que la première saison. Moi, la première saison, j'ai toujours été une popular opinion. Je la trouve bien, mais pas très passionnante non plus, parce que la romance entre les deux Loki, moi, m'intéresse pas personnellement. Et puis le retournement de situation finale, il arrive comme ça. Et ok, c'est un gars qu'on connaît pas. Ça a plus d'incidence avec la deuxième saison. Ouais. Mais quand j'ai vu ça, quand j'ai vu Loki, je me suis dit... Ah ok, c'est lui. Je le connais pas, je sais pas qui c'est, je m'en fous. Tu vois. Et au final, on s'en fout un peu aussi. Enfin, surtout maintenant. Surtout avec les derniers événements. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais aborder ensuite ? Ouais, le côté origin story, qui est bien plus facile à adapter. Il y a peu d'origin story ratées au cinéma, aussi parce que, tu sais quel comics adapter, t'as le premier comics ou les origines qui ont été racontées, et donc c'est très facile, t'as juste à suivre, grosso modo, c'est pas forcément réellement le cas, mais à suivre son histoire d'origine, alors que ce qui est bien plus dur, c'est de faire une suite, et là tu dois choisir quel aspect du personnage, quelle partie de son histoire tu veux adapter. Et par exemple, je trouve que ça a été très bien fait avec un Captain America, par exemple, où le Soldat de l'hiver, c'était logique. C'est un des runs les plus appréciés avec Captain America, et ça allait très bien avec ce qui avait été fait dans le 1 avec Bucky. Ouais, c'était excellent, on avait vraiment la suite, on avait vu le rapport qu'il y avait entre eux, on l'avait vu se construire, il y avait un vrai développement, et du coup nous aussi on avait de l'empathie quand on les voyait l'un contre l'autre. En plus l'énorme qualité du film, au niveau de la réalisation, de l'épique, même des combats... Enfin, c'était... Moi, c'est ce que je considère comme le film solo le mieux réussi du MCU. Par exemple, pour un film The Marvels, je reviens encore à lui parce que pour moi, c'est le pire film du MCU. Je sais que c'est pas une popular opinion, mais voilà. Je me dis, le première histoire, moi, je suis pas du type à dire elle est nulle, comme certains disent. Mais tu vois, la deuxième, je me dis, elle est bien moins intéressante que la première. Et surtout, les enjeux, ils sortent d'où ? Qu'est-ce que ça va... En fait, ça n'a aucun lien avec le premier, à part Monica Rambeau, qui était, moi, je trouve bien plus intéressante dans WandaVision. Mais voilà, je sais pas si t'as des exemples de trucs des suites qui ont été bien faites avec une histoire qui devait être racontée. Je sais pas. Déjà, le truc avec The Marvels, faut bien voir, ce qui était incroyable de la part de Disney, c'est qu'en gros, quand il y a eu toutes les critiques par rapport au premier Captain Marvel, par rapport à Brie Larson et tout ça, évidemment, de base, ils étaient en mode, oh, mais bande de cons, n'importe quoi, machin. Et résultat, ils ont fait exactement tout pour faire plaisir justement aux gens qui critiquaient le premier Captain Marvel. En mode, on n'assume pas de l'appeler Captain Marvel 2, on va l'appeler The Marvels, on va complètement changer le personnage, maintenant elle sourit. Ça disait, ouais, les gens qui disent qu'elle doit sourire, c'est n'importe quoi, machin. Résultat, bon, Brie, tu vas sourire maintenant, ok ? Vraiment, c'est hallucinant. Vraiment, les mecs n'ont aucun courage. J'avais pas de problème avec le personnage plus sérieux. Moi, je la trouvais bien iconisée, en fait, dans le premier Captain Marvel. Je suis pas fan du premier Captain Marvel, il est pas aussi catastrophique que certains veulent le dire. Je comprends. C'est un film moyen pour moi, que voilà, sans plus, sans moins. Après, dans les suites réussies, je dirais Les Gardiens, pour le coup, où effectivement, voilà, t'as d'abord cette famille qui se construit, qui se choisit. Après, le rapport au père, forcément, voilà, tu continues sur cet aspect familial. Et puis puis en plus avec des moments assez ouf, avec, par exemple, avec son père d'adoption, entre autres. Et puis le troisième qui continue sur tout ça. Après, moi, personnellement, le 2, moi, je le trouve pas ouf. Mais je sais que certains l'adorent et même le trouvent le meilleur du MCU. Le 2... moi personnellement il m'intéresse pas plus que ça. Par exemple les hommes dorés là, j'oublie toujours leur nom, les souverains, je trouve que personnellement ils servent à rien dans l'intrigue. Du coup il y a toute une partie, enfin pour moi encore une fois je n'impose pas mon avis, moi il m'a pas passionné le film, mais je comprends l'histoire il fallait qu'on nous montre le père de Star-Lord et ça a été fait.
Et moi, je trouve le gros point positif du film, c'est Yondu, évidemment. Les souverains ne sont pas les antagonistes, ce sont une péripétie. Le véritable antagoniste, c'est de toute façon effectivement le père. Les souverains, comme tu dis, oui, peuvent être remplacés parce que c'est une péripétie en réalité, c'est pas l'antagoniste du film. Donc après il y a eu tous les changements de plan avec le moment où James Gunn s'est fait virer avec l'histoire de Warlock qui a fait que ça a traîné tout ça. Mais oui non, là-dessus, de ce côté-là, sur les souverains, je suis d'accord. Mais ça n'empêche que le film a des thématiques hyper intéressantes, puis avec l'arrivée de Mantis, ce que ça nous apporte par rapport à la psyché de Drax et ainsi de suite. Enfin voilà, il y a pas mal de choses que je trouve vraiment intéressantes dans le film. J'ai pas de haine, je l'aime bien le film, hein, mais je le trouve pas aussi incroyable que certains le disent. C'est aussi parce que c'était dans une période où on préparait Infinity War, et qu'il apporte pas grand chose de plus. Alors oui, il apporte Mantis, ça c'est clair, mais il a pas non plus une connexion énorme. Mais au final, on se rend compte que c'est plutôt un point fort des Gardiens de la Galaxie. Tu peux les voir sans trop regarder le reste du MCU. C'est une des rares trilogies du MCU que tu vas pouvoir voir sans forcément avoir à suivre d'autres programmes que t'as pas envie de suivre. Donc ça, c'est un point fort, je suis d'accord. Il n'y a pas tant de ça, de suite, ou vraiment... Parce que, regarde, Black Panther, on est sur une suite, du coup, bah voilà, ils ont dû forcément improviser avec la tristesse des événements. Voilà, c'est un cas très particulier. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme suite? Thor... bon, Thor 2 était pas une énorme réussite, même si je le trouve pas aussi raté que certains. Non, c'est sûr. Mais c'est loin d'être une réussite, on va pas se mentir. Même si il y a du développement très intéressant du côté de Loki. Vraiment, le virage de Loki commence dans Thor 2, et de ce côté-là, avec la mort de la mère, et de ce côté-là, c'est assez intéressant quand même. Loki, je trouve son histoire, avec la conclusion de la saison 2 de Loki, elle prend tout son sens. J'en avais fait une vidéo que vous pouvez voir si vous voulez. Je pense que tout a été construit bien, même Ragnarok, je trouve, mais cette facette du personnage qu'on peut comprendre. Et donc pour moi, Loki c'est un des rares personnages du MCU qui a un arc complet. Je pense qu'il y a Tony Stark aussi, je pense qu'on peut le dire, mais il y en a pas tant que ça non plus, où on se dit, lui, si on touche plus à son arc, c'est pas grave. Je pense qu'il y a Loki. Captain America. Ouais, Captain. Moi, la fin, personnellement, j'aurais préféré mieux. Le problème de la fin, c'est qu'on n'est même pas vraiment sûr, en fait, de ce qui se passe. Parce que fallait pas amener le voyage dans le temps avec Endgame, ça pour moi c'était une erreur, c'est pour ça que je préfère aussi Infinity War à Endgame, c'est que le coup du voyage dans le temps c'est une erreur, parce que on se rappelle au moment un peu après Endgame, quand il y avait les interviews, tu demandais à des personnes qui avaient bossé sur le film, selon la personne, t'avais des versions différentes de ce qui s'était passé. Mais c'est surtout que, limite tu veux faire un Kang, tu veux amener ton prochain ennemi, c'est Kang. T'as parfaitement introduit l'histoire du temps. Sauf qu'ils ont débarqué avec un multivers, avec des règles dans chaque programme, ils en développent un autre, ce qui amène finalement à ne rien comprendre. Est-ce que finalement l'enjeu c'est le temps ou le multivers? C'est pour moi mélanger les deux, mais c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas ce choix. C'est la garantie de perdre le spectateur. C'est le temps ou le multivers, parce que on est d'accord que Kang, mais ça je l'ai répété je sais pas combien de fois, mais Kang n'est pas un ennemi de base du multivers. En fait, c'est juste lui qui est perdu dans le temps, et donc tu vas à n'importe quelle période du temps, tu peux le retrouver. Et donc ces divers variants, entre guillemets... Oui, parce qu'il y a des embranchements qui se créent à chaque fois, et du coup, t'as des versions de Kang qui ont évolué, qui sont devenus des êtres différents, dans un sens dans leur évolution, mais ça n'est pas un être multiversel. Normalement, tout ce qu'amène à Secret Wars, ça n'a rien à voir. Le truc, c'est génial, en plus, le pire... Là, tu vois, on est vraiment dans un exemple concret d'à quel point les comics ont fait mieux. Putain, t'as Hickman à l'écriture dans les comics. T'as Hickman. Pour me trouver un mec pour écrire tes films qui soit au niveau d'Hickman, t'as intérêt à te lever tôt. Et du coup, c'est un tel gâchis, les incursions. Moi, je me souviens, j'avais fait une vidéo sur The Marvels un an avant la sortie du film, où il y avait eu des leaks à l'époque, et je sentais que les deux seules fois où j'ai fait des vidéos sur des leaks, les deux fois ça s'est avéré vrai. C'était Wakanda Forever et c'était The Marvels. Et donc un an avant j'avais fait une vidéo là-dessus et effectivement tout s'est avéré vrai et ça parlait d'incursion et moi j'avais la vision des comics et je me disais on va voir un début d'incursion dans The Marvels, il y a au moins ça qui va être incroyable. Et puis en fait c'est un gros pouette. C'est en fait The Marvels, il avait tellement plus de potentiel, surtout que tu te dis bon on va tout connaître des bracelets de Miss Marvel, au moins ça. Non. Rien n'est dit. On apprend que dalle. Ça serait tellement ouf de voir ça en live action. Dans les comics, la première fois qu'on voit une incursion, c'est T'Challa, qui est dans une mission en Afrique. Et à un moment, en fait, les incursions, donc l'arrivée de l'autre planète, ne se voit que quand on est dans une zone précise, une petite zone délimitée. J'ai vu du coup, c'est un peu comme si tu passais une espèce de barrière qui fait que d'un coup, le ciel change, même si t'es toujours
là où l'endroit qui devrait être sur Terre normal, machin, mais le ciel change, du coup les couleurs changent, et là tu vois une énorme planète dans le ciel, une autre Terre qui s'approche de la Terre, et c'est juste incroyable, c'est un truc de fou. Et là, c'est quoi ? C'est juste des petites fissures dans l'espace. La phrase dans ce même... c'est New Avengers, je crois, il me semble. Ouais. Bah, la phrase de Reed Richards, tout meurt, rien que cette phrase qui est 2 mots, on voit l'impact des incursions. Alors que dans Multiverse of Madness, je comprends l'idée, mais t'as pas l'impression que le monde il est mort, tu vois. Il y a encore des gens vivants, que fout Sinister Strange là-dedans. Donc tu te dis, bon, c'est pas si grave finalement, parce qu'il y a encore des gens vivants. Et donc en fait, ils ont tout mal fait. Loki, la fin, en fait, je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire avec la fin, parce que tu mets pas ça de manière anodine. Je pense qu'ils avaient quand même une idée de continuer avec Kang. Parce qu'en fait, ils ont pas mis de suite dans leurs idées. Ils avaient pas préparé la suite. Ce qui fait que on va attendre je sais pas combien d'années avant d'avoir la suite. C'est ça, c'est que les mecs qui bossaient sur Loki, bossaient sur leur projet Loki, ils ont pas forcément une vision globale de l'univers. Et il y a un très bon exemple de ça, faut se rappeler quand il y a eu Multiverse of Madness, on avait eu des interviews d'Elizabeth Olsen qui expliquait quand même que les scénaristes de Multiverse of Madness ne savaient absolument pas ce qui s'était passé dans WandaVision. Parce qu'eux n'avaient pas vu le script. Et du coup, elle, en lisant le script, elle disait mais ça c'est des choses que j'ai déjà faites dans WandaVision. Et les mecs, on n'est pas au courant. Et donc, tous les jours, elle expliquait dans une interview, tous les jours il y avait des changements dans les scripts. Et à un moment, Elizabeth Olsen, elle a débarqué en disant arrêtez de me filer des scripts tous les jours. Faites votre truc. Et quand vous en aurez un que vous voulez que je joue dans des scènes, là vous me le ramenez. Mais arrêtez de me ramener des scripts différents tous les jours. Et c'est elle qui a dû leur apporter les connaissances pour qu'ils sachent un peu ce qui s'était passé dans WandaVision. Et donc ça rejoint complètement ce que tu dis. C'est le problème d'avoir tellement... D'une, d'avoir tellement de programmes. De deux, d'avoir le souci parfois des changements de calendrier. Regarde l'exemple de No Way Home, justement, et Multiverse of Madness. Faut se rappeler que normalement, Multiverse of Madness devait sortir avant No Way Home. Ce qui explique que tout le truc de Ned, qui a les doigts qu'il gratte, et que ça veut dire que c'est un magicien, et qui en 3 secondes fait des portails et compagnie, ça a été fait parce que normalement, Multiverse of Madness avant, et c'était America Chavez qui devait ouvrir les portails pour ramener les autres Spider-Man. Ce qui aurait été bien plus logique. Bien sûr. Et dans tout le début du MCU, pourquoi aussi ça fonctionnait ? Alors, pas au tout début, il n'était pas encore président, il n'avait pas le pouvoir qu'il avait, mais pendant très longtemps, on a eu Kevin Feige, mine de rien, qui gardait un œil sur chaque projet, qui donnait cette logique, qui vérifiait les choses. Sauf que quand ça se multiplie autant, les projets, il peut plus le faire. Et il y a plusieurs témoignages de gens qui disaient, quand il avait en interview ou quoi, par rapport au début, ils voyaient les différences, où le mec avait l'air crevé, épuisé, enfin, il court à droite à gauche, machin. Et ce qui explique, tu prends par exemple le cas de Secret Invasion, il balance des exécutifs lambda, qui n'ont pas forcément d'expérience de comment on produit une série télévisée ou autre, on l'a vu, ils viennent de découvrir qu'un showrunner c'était important pour une série. Bravo, la télé l'a compris depuis extrêmement longtemps. Je suis même pas sûr que Kevin Feige s'y connaisse beaucoup non plus en série. Hein. Je suis pas sûr qu'il ait produit beaucoup de séries. Pas de série, mais ça fait tellement longtemps qu'il est dans le domaine et qu'il est passé par tous les métiers, par tous les stades. Je me dis, au moins il doit avoir des gens à qui il peut demander des conseils, et ainsi de suite. Mais tu regardes, du coup, sur Secret Invasion, voilà, c'était un exécutif qui a pas eu une expérience, machin. T'as eu des guerres de pouvoir au sein de la production. Et résultat, la série Secret Invasion qu'on a eue, pourquoi aussi elle a coûté si cher ? C'est parce que la moitié de ce qu'on a vu à l'écran, c'est du reshoot. La moitié c'est du reshoot. C'est pour ça que les scènes d'hôpital, ça a l'air encore plus cheap que n'importe quelle telenovelas brésilienne qui passe à 7h du matin sur France 2. C'est parce que la plupart des scènes ont été reshootées au dernier moment. C'est juste hallucinant. T'en arrives à une scène où t'as le président des États-Unis dans un hôpital et genre t'as 2 personnes dans l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe ? Mais de toute façon, ça se voit. Les gros programmes qui ont fonctionné ces derniers temps, on a Les Gardiens 3 et Loki saison 2, 2 programmes qui n'ont pas eu de reshoot. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand t'as une bonne histoire et que tu as toute ton histoire, elle est, comment dire, dans tous les cas, si ton histoire, elle est pas parfaite, ça veut dire que ça va pas en fait. Et moi, selon moi, un truc qui est arrivé avec Quantumania, tu peux pas changer la fin d'un film comme ça. Pour moi, la fin d'un film, c'est l'objectif du film, c'est là où ça veut t'amener. Quand tu changes 2 mois avant la sortie du film, la fin, c'est que tu savais pas où aller avec ce film. Ce que disent souvent les auteurs, quand même terrible tu connais de se dire ta fin et tu décides comment tu vas y arriver. Mais c'est exactement ça. Pour moi, un film, c'est que t'as un objectif vers où aller et tout ce que tu fais va vers l'objectif. Quand la fin, tu la reshoot 3 mois avant
et que 2 mois avant la sortie du film, t'es même pas sûr de laquelle tu vas choisir, ça veut dire que ta fin, et donc tout ton film en général, ton arc, oui, avec Kang et tout ça, tu sais pas où tu veux aller, et je pense que même encore aujourd'hui, ils ont dit qu'ils le feraient, pour l'instant on voit la sortie d'Echo et on se dit, ouais, ça sent pas très bon. Après je sais qu'il y en a qui ont aimé encore une fois, mais personnellement c'est juste une série, pareil, tu vois la fin, tu te dis, c'est ça. Et c'est donc vers là où ils voulaient aller. Mais moi, ce qui me fait peur, là, en fait, j'ai envie, que, effectivement, il y ait eu une prise de conscience. Et voilà, on sait que maintenant, il y aura des showrunners sur les séries. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, derrière, en coulisses. Mais, ce qui me fait un peu peur dans ce qu'on voit, en tout cas, concrètement pour l'instant, les décisions qu'on connaît qui ont été prises, c'est beaucoup de manque d'imagination, beaucoup de manque de créativité, et on essaye de se reposer sur des choses qui ont été faites par d'autres. Je trouve ça très très bien. Je suis content qu'il fasse revenir Foggy et Karen. Mais encore une fois, tu vois, c'est se reposer sur le succès de Netflix, sur Charlie Cox, sur le Daredevil de Netflix. Je suis pas du tout pour le retour de ces 2 personnages. Moi, je voulais un reboot complet parce que en fait, ils sont en train eux-mêmes de se perdre déjà ils se perdent dans leur propre univers. Et ils vont se perdre en faisant des connexions avec celui de Sony, avec celui de Marvel Television. Ils auraient dû créer leur personnage, leur version. Mais même, on parle du retour de Tobey Maguire, Andrew Garfield. Pour moi, c'est un aveu d'échec total. C'est marcher sur des succès passés. Et pour moi, c'est pas durable. Tu vas pas demander à Tobey Maguire de jouer Spider-Man jusqu'à ce qu'il ait 90 ans. C'est pas possible. À un moment, il va falloir faire l'impasse sur Hugh Jackman, faire l'impasse sur Tobey Maguire, faire l'impasse sur les séries de Netflix, et essayer de toi-même créer des futurs films cultes. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est marcher avec le succès d'anciens films cultes, mais en même temps, ils créent des No Way Home qui auraient pu être cultes, mais bon, qui en fait, à mon avis, a été une espèce de tremblement de terre au moment de sa sortie, parce que ça fait appel à la nostalgie, mais quelqu'un dans 20 ans, c'est gravé dans le marbre, il y a eu ce film-là avec les 3 Spider-Man, ça lui fera ni chaud ni froid, je pense. Après, c'est quelqu'un qui n'aura pas vécu le truc d'avoir connu les 2 Spider-Man précédents. Le film en lui-même n'a pas les éléments pour être un film culte. Et ça, moi, je l'avais dit, ma vidéo que j'ai faite à chaud juste après No Way Home, je disais donc, j'étais persuadé que c'était un film qui allait extrêmement mal vieillir. Parce que, au-delà de l'aspect nostalgie, en termes de réal, d'écriture et tout ça, il est pas dingue. Into the Spider-Verse, c'est No Way Home en réussi. Ouais. C'est ce qu'aurait dû être No Way Home, pour moi. Mais ça ne l'a pas été. Et même, encore une fois, il y a cette histoire le multivers, c'est très bien, mais est-ce que les personnages, tout seuls, ne peuvent pas marcher? Par exemple, on sent que dans No Way Home, ils se sont dit, on va tout faire pour marcher, on va mettre les 2 Spider-Man, tout le monde va aller le voir, on va mettre Doctor Strange, tout le monde va aller le voir, et en fait, à force, t'as l'impression qu'il n'y a plus un film un peu à l'Iron Man, où t'as juste un héros tout seul, sans fanservice, machin. Spider-Man, ils l'ont jamais laissé fonctionner tout seul. C'est ça le pire. C'est que déjà dans les 2 premiers, c'est Iron Man Junior. Arrivé au 3e, t'as No Way Home. Résultat, il a pas d'antagoniste à lui, Tom Holland. Ils sont obligés de faire venir tous les autres. Parce que tu regardes, le vautour, c'était pas à lui qui l'en voulait, c'était à Tony Stark. Mysterio, c'était pas à lui qui l'en voulait, c'était à Tony Stark. Et du coup, tu te retrouves avec No Way Home, c'est les vilains des 2 autres. Parce que lui, il en a pas à lui. Donc en fait, ce qui me rend fou maintenant à froid par rapport à ce film, c'est que faire ça, c'est-à-dire renoncer au bouffon vert du MCU, c'est-à-dire renoncer au Dr Octopus du MCU, en fait c'est renoncer à tous les plus grands en un film, tous les plus grands ennemis de Spider-Man. Ah maintenant s'il entend Norman Osborn, le mec, t'inquiète pas qu'il va tiquer, hein. Ça va être compliqué de le ramener maintenant, quoi. Exactement. Et même, tu vois, maintenant que le film est passé, tu peux te dire, c'est ridicule. Pour le lézard et pour l'homme sable, ils ont repris des vieux rushs. Tu te dis, mais pourquoi ? En fait, tu marches limite avec le passage d'un film précédent. Parce que pour ceux qui ne savent pas le préciser, c'est quoi ? Ils n'ont pas rappelé les acteurs ou quoi que ce soit. Ils ont juste repris des images de l'époque et ils ont inséré ça dans le film, quoi. Même d'ailleurs pour le lézard, la CGI n'a aucun rapport avec le film de The Amazing. Ouais, en plus. Et tu te dis, si ceux de ces univers ont débarqué, pourquoi pas, les Gwen Stacy, Kirsten Dunst et tout, même si c'était Covid oblige, mais je suis d'accord avec toi, je pense que ce film va très très mal vieillir, et va peut-être même devenir un nanar au bout du compte. Surtout que l'écriture est très con, enfin je veux dire, au départ il suffirait quand même que... Strange est comme un incapable fini, alors on sait qu'il a un ego et tout ça, mais il aurait suffi puisqu'il n'y avait pas d'urgence à faire le sort, il aurait suffi qu'il dise à Peter Parker, écoute, ok,
on va juste d'abord prendre un café, prends 2 biscuits, je vais juste t'expliquer comment ça va se passer. C'est un médecin quand même. Les médecins, c'est ce qu'ils font, ils expliquent avant une intervention ce qui va se passer. Il aurait suffi qu'il explique avant et l'autre aurait pas eu à l'interrompre et ça, il n'y avait pas de problème. Il y a plein de trucs qui n'ont aucun sens. Faut toujours qu'on m'explique dans le film comment Spider-Man a fait pour libérer les vilains qui étaient prisonniers dans les cellules magiques. On le sait toujours pas, ça. Mais même, tout est ridicule dans le sens où, par exemple, la machina des Cadavus, là, le truc qui est censé pouvoir les rapporter dans d'autres dimensions, bon, c'est facilité scénaristique sur pattes, mais c'est pas ça le problème. C'est que quand Spider-Man le prend à Strange, il fait un move de gamin de 3 ans, il fait un move pas de sa trempe de super... Enfin, il fait... Enfin, même ça, rien que ce tout petit passage de 2 secondes, ça le rend le personnage illogique par rapport à tout ce qu'on a vu. Puis il y en a qui sont pas sur le point de mourir en plus. Mais c'est vrai ça, c'est vrai. Bah oui. En fait, No Way Home, ça représente bien pour moi ce qu'est en train de devenir Marvel. L'univers en général. Parce qu'en fait, faire un Secret Wars où en fait, tu vas céder à tous les désirs de tes fans, j'ai peu d'espoir en fait, de moins en moins, sur le fait que ce soit un film avec un scénario de malade à part entière. À mon avis, ce sera juste du fan service pendant 2 heures. Et ce sera un film qu'on va adorer en le voyant, et puis plus les années vont passer, plus on va se dire ah bah il y avait Infinity War quand même. Enfin, j'espère pas, ce que je te dis là, je l'espère pas, mais je pense que c'est ce qui va arriver. Il y a des risques. Parce que tu regardes même là, regarde Fantastic Four, hein, on n'a toujours pas vraiment de scénario. Là, ils ont encore appelé 2 mecs pour réécrire des parties. Alors c'est peut-être bien, mais ça fait un peu peur de se dire qu'il y a des mecs qui viennent 2 mois avant pour encore réécrire des choses, parce qu'ils en sont toujours pas contents. Enfin, s'ils font venir 2 scénaristes, c'est... Alors, tant mieux, hein, s'ils en sont pas contents, espérons que ces 2 scénaristes vont réussir à puncher le truc. Mais bon, entre Blade, où on sait toujours pas où ça en est, où c'est le bordel, alors ça a l'air de bien avancer maintenant, Fantastic Four, où pareil, on va chercher un Pedro Pascal, parce que Pedro Pascal ça fonctionne. Même Vanessa Kirby, je suis pas sûr que ce soit celle qui colle le plus au rôle, même si ça va, tu vois, ça va. Oui. Non mais, tu vois, enfin, regarde, t'as quoi, t'as Thunderbolts, les gens sont pas hypés par Thunderbolts, alors on verra avec un trailer, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça hype grand monde. En fait, à mon avis, ça va être un pétard mouillé, où ça va être une hype qui va monter un peu à la Secret Invasion, et on va se rendre compte que le projet, il est pas ouf. Ça va être des grosses vannes de Red Guardian. Ça va être Belova qui va dire ah bah regardez, je fais la pause Black Widow. J'espère juste que Bucky va avoir enfin son film à lui. Il mérite. C'est ce qu'on peut espérer. Si ça te tente, je vais te dire des films et tu me dis déjà d'une si c'est des bonnes adaptations et de 2 si c'est des bons films. C'est parce que c'est pas du tout la même chose en fait. Donc d'abord les 4 Fantastiques de 2005. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a vieilli. Ça a son charme pour la nostalgie, ouais. Mais ça a vraiment vieilli quoi. Je peux pas. C'est pas une mauvaise adaptation en vérité si tu prends certaines époques des 4 Fantastiques. Mais bon, ouais. Voilà, enfin respecter un peu Sue Storm quand même. Elle sert à autre chose que de se déshabiller avec du monde autour. Bah, en fait, moi je suis beaucoup attaché à ce film. Je sais que c'est pas un bon film, mais moi je trouve que c'est pas une mauvaise adaptation. Pas forcément. Mais c'est un mauvais film parce que l'histoire, par exemple, Doctor Doom est ratée. Moi, je suis attaché à ce truc parce que pour l'instant, les 2 seules adaptations qu'on a eues au cinéma, c'est une ultra mauvaise 3 même. Et une mauvaise passable. Le Surfeur d'argent, j'ai beaucoup aimé la première partie du film. Et après, c'est n'importe quoi, mais... Surfeur d'argent avait la classe. Mais donc, ouais. Et Avengers, maintenant. Pour moi, c'est un bon film. Je peux pas dire que c'est une bonne adaptation, parce qu'effectivement, c'est pas vraiment une adaptation. Je veux dire, c'est même pas la vraie première équipe des Avengers. Normalement, la première équipe, t'as la guêpe dedans, enfin voilà, elle est très différente. Mais par contre, c'est un bon film, clairement. Pour moi, c'est un bon film d'équipe. Ça a été incroyable de voir Avengers à l'époque. J'étais comme un fou au cinéma, quoi. Bah, ça a été un succès monumental, hein. D'ailleurs, c'est ce qui a fait basculer Marvel dans une autre dimension à l'époque. Complètement. Parce que c'est la première fois, je pense, sur des gros blockbusters, qu'il y a un film qui réunit des héros présents dans d'autres films. La naissance de l'univers partagé. Globalement, c'est ça. Et donc oui, à l'époque, c'était une bombe. Parce que à la fin d'Iron Man, quand il y a Fury qui fait cette réflexion, ils en savaient rien s'ils allaient pouvoir le faire. Ils ont tenté le truc, ils se sont dit allez, c'est un coup de poker, mais en réalité, ils étaient vraiment pas sûrs d'arriver jusqu'à un film Avengers. Et le fait que ça arrive vraiment et que ce soit ce succès et que ça amène tout ce qui est arrivé derrière, c'était absolument incroyable. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de Ant-Man, le film de 2015? Je l'aime bien, le premier, même le deuxième. Je fais partie des défenseurs de Ant-Man 1 et 2, pour le coup. On est dans la même team. Ah bah, je trouve que visuellement, c'est parmi les plus créatifs en termes de ce qu'ils font, des capacités des protagonistes. Et en plus, c'est hyper carré en termes de VFX. Franchement, il est intestable, le film. Alors bon,
T'as des trucs pas logiques du tout sur les délires de densité des objets, ça n'a aucun sens. Parce que dans la logique de ce qu'on t'explique au départ dans Ant-Man, non. Enfin, l'autre peut pas avoir des voitures et des chars d'assaut accrochés à son porte-clés, parce qu'elles sont censées faire le même poids que si elles étaient en taille réelle. Donc bon, c'est un peu débile là-dessus. Voilà, j'accepte, parce que le reste de ce qu'on me propose, je trouve vraiment qu'il y a de l'idée. Alors, le premier souffre du syndrome du trope de le vilain, ça sera une version maléfique du héros avec les mêmes pouvoirs. Ok, enfin il y a des idées géniales je trouve, quand il y a le petit train qui arrive sur lui, tu le vois à sa taille à lui et d'un coup tu repasses en taille d'un humain normal et ça fait juste pouc. Enfin vraiment je trouve que c'est hyper créatif. Moi j'ai presque du mal à me dire que c'est le même gars qui a fait Ant-Man Quantumania qui a fait Ant-Man, parce que dans Ant-Man t'as vraiment des plans, tu te dis ouah, c'est cool, même l'idée du royaume quantique qui je pense à l'époque ils savaient pas ce qu'ils allaient en faire à quel point ça allait être important. Il avait vite fait teaser qu'il y avait une ville dedans sur une frame, mais ouais, c'est tout. Mais moi, Ant-Man, j'aime beaucoup. Contrairement à ce que d'autres disent, ouais, c'est moisi, machin, j'ai souvent été défenseur du film Ant-Man. Aussi parce que, t'as quand même un père qui veut se racheter auprès de sa fille. En plus, moi, je trouve, par exemple, on parlait d'adaptation, c'est une bonne adaptation, dans le sens où ça reprend quand même les grandes idées de la vie de Scott Lang. Ouais, qui est effectivement le deuxième Ant-Man, ouais. C'était audacieux de pas partir sur Hank Pym à l'époque. D'ailleurs, j'ai pas l'explication. Pourquoi ils sont pas partis sur... Peut-être parce qu'ils avaient envie de changer. Ouais, je pense qu'ils se sont dit que celui-là était peut-être plus reliable, comme on dit en anglais, avait un côté plus attachant. Faut dire Hank Pym, c'est un peu compliqué parce qu'Hank Pym, il a un vécu très compliqué dans les comics. Puis entre autres avec les histoires de violence vis-à-vis de la guêpe. C'est un personnage qui peut être compliqué effectivement à adapter, puis qui est passé par plein de noms différents, puisqu'il a été Yellow Jacket, il a été Ant-Man, il a été Giant Man, il a été ceci, cela, machin. C'est vrai que c'est un peu le bordel, la vie d'Ant-Man. C'est maintenant que le Quantumania est passé, je me dis que c'est quand même le moins bon, alors que c'était quand même l'idée c'était d'être le meilleur pour lui. Ah mais pour Quantumania. Ça je déteste le MCU pour ça. Ils sont très forts pour mettre des trailers qui donnent l'impression que ça va être bien et te les foutent dans la gueule ensuite. Et le trailer de Quantumania, t'avais cet aspect hyper dramatique et tout. On disait wow, va y avoir un changement de ton. Celui-là ça va être un côté vachement plus sombre et tout, ça va être trop bien. Et puis tu te retrouves devant le film et tu fais bande de connards. Vous m'avez bien eu encore une fois. Le trailer de Secret Invasion, Moon Knight, même Echo plus récemment, c'est un peu de la communication, je dirais pas mensongère, mais ils savent mettre en avant les choses qu'ils veulent, mais pourquoi mettre pas en avant des trucs en faisant tout votre programme comme ça? C'est un peu bizarre, mais... Sur The Marvels, la communication était carrément mensongère, parce qu'ils reprenaient des phrases qui parlaient de Thanos, en mode son plan n'est pas fini ou je sais pas quoi, en te montrant à l'image la Ronan version Wish là, pour te donner l'impression qu'il y avait un lien avec Thanos. Et ça par contre oui c'était complètement mensonger. Là vraiment The Marvels c'est celui où il y a eu la communication la plus mensongère. Bon, après c'est pas aussi mensonger que Sony, mais on en est pas loin quand même. Oui c'est le coup du poster de Spider-Man. Ouais. Moi j'ai toujours pas vu Morbius et je pense que je le verrai jamais. Juste pour cette raison là. Mettre la tour Oscorp dans ton trailer pour dire venez au cinéma et derrière ils mettent rien. Ouais, non, c'est un peu honteux. C'est un peu honteux. J'aimerais parler du choix des acteurs parce que c'est important et comme tu le disais les personnages, surtout dans le point de vue du super-héros, c'est le personnage iconisé au maximum. Un humain normal, qu'est-ce qu'il pourrait faire s'il avait des capacités? Donc les personnages sont ce qui doit être le plus réussi dans un film comic book movies. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un changement. Au début, c'était des acteurs moins connus, mais qui avaient plus de complémentarité avec les personnages. Je pense Chris Hemsworth, Chris Evans, qui était pas très connu à part la Torche Humaine, même Charlie Cox, Daredevil, avant le Inconnu au bataillon, même par exemple un acteur comme Tom Hiddleston, qui avait pas joué dans beaucoup de trucs en fait, non, qui était pas très connu, acteur anglais, qui était un acteur de théâtre exactement, qui allait pas avoir une carrière extraordinaire s'il avait pas joué ce rôle-là, et ça l'a évidemment propulsé, ça l'a surtout dévoilé aux yeux du grand public, parce que c'est un acteur que je juge personnellement excellent. Un des meilleurs acteurs du MCU de manière très claire. Et en fait, c'est à une époque où c'était presque le MCU qui faisait devenir ces acteurs des stars mondiales, alors que maintenant, je vois plus un truc de tu prends des stars mondiales directement pour marcher. Je pense à Pedro Pascal, tu vas le mettre en Reed Richards, tu prends Harrison Ford pour le mettre... Mahershala Ali, tu prends Harry Styles, tu vois que des gros noms, je sais pas, je saurais pas dire, mais tu vois par exemple quand je vois le casting de Superman Legacy, je me dis on a un gars qui prend des acteurs pas forcément hyper connus, hyper reconnus, mais qui sait choisir des rôles
avec des acteurs qui sait les coller. Je préfère des faibles noms avec un gros réal qui va te les faire jouer bien. En fait, surtout à Hollywood, il y a aucun mauvais acteur, il y a que des bons acteurs, et tout dépend comment le réal et le scénario vont faire qu'ils peuvent jouer des bons rôles. Il y a plein d'acteurs, plein d'exemples, je sais pas, Nicolas Cage et tout, qui ont joué dans des nanars absolus, mais qui ont aussi joué dans des films, des chefs-d'œuvre de grands réals. Donc ça se voit qu'un acteur, il peut être à son top et il peut être à son pire en peu de temps. Et donc, pour moi, je préférais la technique de choisir des acteurs plus complémentaires au personnage et mettre de côté le côté ça va me rapporter de l'argent. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est le problème d'un MCU qui a grandi, c'est qu'en fait au départ, effectivement, t'as le côté faut convaincre. En plus, on part dans un univers de super-héros, des acteurs avec des carrières sérieuses ont pas forcément envie de se retrouver en costume lycra. Donc voilà, tu vas chercher des acteurs en plus qui vont te coûter moins cher, parce que tu sais que tu comptes faire pas mal de films avec eux et que tu vas devoir les payer de plus en plus. Et on voit qu'effectivement ils ont été payés de plus en plus. Et on se rappelle à l'anecdote de Tom Hollander qui a reçu le premier bonus de box-office de Tom Holland par erreur et qui a vu plus d'argent qu'il en avait jamais vu dans sa vie à lui. Le problème, c'est que à force de grandir, on est arrivé sur un truc où ils ont l'argent, ils ont la confiance, et où ils se disent pourquoi on va s'emmerder. Alors attention, parce que on pourrait nous dire qu'effectivement ce qu'on dit là c'est à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure sur les réalisateurs et sur les scénaristes, mais parce qu'on est sur des choses différentes, parce que là le but c'est de se faire oublier derrière le personnage, et ça a été vraiment la chance au départ, à part effectivement un Robert Downey Jr. ou une Scarlett Johansson qui eux avaient quand même mais bon, c'était un Robert Downey Jr. sur le retour. À l'époque, il était un peu finito. Non, c'est ça. Il a fallu vraiment insister C'était un peu le rejeter. Ça a été un combat pour qu'il soit pris. C'est bien quand les acteurs se font oublier derrière le personnage, parce qu'effectivement, c'est les personnages qui sont importants. Et comme tu dis, ça a été des découvreurs de talent, le MCU, pendant un bout de temps. Et là, on tombe dans la même sécurité et du coup manque de prise de risque et manque de confiance, où non, on va essayer plutôt de s'attirer la fanbase Harry Styles, on va essayer de s'attirer la fanbase Pedro Pascal et ainsi de suite. Ça montre qu'il y a un problème de confiance dans la qualité de l'écriture et tout ça, parce que comme tu dis, moi ce que je dis toujours sur ma chaîne, c'est il n'y a pas de mauvais personnages, il y a que des bons ou des mauvais scénaristes. C'est pour ça que moi je suis même pas contre une saison 2 de She-Hulk si on se retrouve avec des bons scénaristes. Pourquoi pas? C'est pas les personnages qui me dérangent, c'est la manière dont ils sont écrits. Tous les gens qui disent par exemple, acteurs, c'est leur métier, ils entrent dans des rôles qui ne leur correspondent peut-être pas. Et moi, je suis plus du style, non, choisissez des acteurs qui sont déjà les personnages. Pour moi, ça, c'est parfait, en fait. Quand un acteur se fait oublier derrière le personnage, comme tu le disais à l'instant, c'est naturel. Il y a des acteurs qui collent bien plus à des rôles que d'autres. Encore une fois, les choses sont jamais forcément... sont toujours un peu plus complexes qu'on veut le penser au départ. Il y a plusieurs cas de figure. T'as effectivement des acteurs qui sont capables de toujours se faire oublier derrière les rôles. Tu prends par exemple, comment il s'appelle, qui jouait Gordon chez Nolan. Gary Oldman. Gary Oldman, par exemple, d'un film à l'autre, tu vas pas le reconnaître. Le mec est capable, effectivement, t'avais des trombinoscopes comme ça, où tu voyais sa tête dans plein de rôles différents, et tu fais bordel, c'est le même mec, c'est ouf quoi. Parce qu'après, il y a aussi des fois où on le voit vraiment, il y a aussi des erreurs de casting. Il y a des acteurs eux-mêmes qui reconnaissent plus tard qu'effectivement il y a eu une erreur de casting. Il y a des fois où ça ne fonctionne pas. On peut se rappeler, Retour vers le futur, au départ c'était pas Michael J. Fox, c'était un autre acteur. Et on peut retrouver des images de certaines scènes avec cet acteur avant. Sauf qu'ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Non pas que l'acteur était pas bon, l'acteur était très bon, mais il y a des fois où certains acteurs n'arrivent pas, ne correspondent pas à un rôle, n'arrivent pas à rentrer dedans. Donc c'est pour ça, après je t'avouerai que... Ouais. Pour le coup, Pedro Pascal, je lui donne le bénéfice du doute. Je suis comme toi de base. Moi non plus, ça me fait pas rêver du tout de l'avoir en Reed Richards. Mais, je disais la même chose pour Joel de Last of Us. Et il m'a convaincu. Je lui laisse le bénéfice du doute. Je suis curieux de voir. Je me demande si, je sais pas, mais je me demande si c'est pas lié à l'inclusivité. Il y avait cette rumeur, je sais pas du tout si elle est vraie, que le Ben Grimm serait une femme, ce qui n'a absolument aucun sens, on est d'accord. Mais comme le groupe, c'est 3 hommes, une femme, il va y avoir des problèmes. L'inclusivité, c'est un problème que moi, personnellement, il me pose pas de problème du tout quand c'est bien fait. Quand ça se voit qu'ils ont fait ça pour l'inclusivité, j'ai un problème parce que je me dis, en fait, ils ont pas été totalement libres. Par exemple, Les Éternels, je comprenais cette idée, de se dire, on a présenté toutes les cultures, toutes les ethnies et tout, mais ça me gêne parce que je sais qu'ils ont fait ça pour ça.
Et moi, quand tu choisis un acteur pour son ethnie, j'ai l'impression que tu le respectes pas, et donc je dis pas que c'est raciste, mais c'est le reconnaître pour justement que son apparence physique, sa couleur de peau et tout. C'est ça que ça me pose un problème. Quand je le vois, ça me pose problème. Quand je le vois pas, ça me pose aucun problème. Ouais, mais tu vois, je suis pour l'inclusivité, tout ça, c'est cool. Mais j'ai besoin qu'il y ait une liberté quand tu racontes des histoires. J'ai pas besoin que chaque histoire, il y ait forcément des espèces de pourcentages. Et puis ça s'arrête où ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que l'inclusivité, c'est seulement afro-américain ? Ou alors est-ce qu'il faut aussi un pourcentage d'asiatiques ? Mais quels asiatiques ? Est-ce qu'on dit chinois ? Est-ce que du coup il faut aussi des indonésiens, des thaïlandais ? Parce que les asiatiques, c'est pas tous pareil, même si Hollywood a l'air de le penser des fois. C'est plein de choses. Qu'est-ce qu'il en est du Moyen-Orient ? Parce que l'Afrique, c'est aussi l'Afrique du Nord. Et qu'est-ce qu'il en est de ce... Enfin, on va jusqu'où dans ce cas-là ? C'est un peu le bordel. Là où il y a un vrai souci, ce qui est très souvent le cas chez Disney, c'est quand par contre ils en font tout un outil marketing. C'est quand ils en font tout un outil de communication et qui partent dans un délire de dans ce film vous allez avoir, tu sais, c'est les plus forts pour ça va être le premier ceci ou cela. Ça va être la première fois que deux personnes de même sexe vont s'embrasser sur une jambe, une aura une main dans le dos. Tu sais pas comment ils font pour toujours réussir à faire des premières fois et ils te font tout un outil marketing dessus pour qu'au final, c'est ce qu'on appelle du queerbaiting. Ça s'appelle du queerbaiting en fait, c'est justement se servir de ça, ce qui est appelé queerbaiting par la communauté LGBTQ+, tout ça, c'est en gros, on essaye de vous faire venir en disant vous allez voir, c'est pour vous, ça va être top, et au final c'est 2 secondes en truc et tu dis mais vous vous foutez de ma gueule en fait, vous m'avez fait payer une place pour ça, mais en fait, tu sais comme dans Star Wars, dans je crois que c'est le 9, où genre à la fin, juste dans le fond, pareil t'en as 2 qui se font un bisou, mais genre tu clignes des yeux, tu le vois pas quoi, et c'est du foutage de gueule. Alors que dans Eternals, j'ai trouvé ça bien fait dans Eternals. Moi j'ai bien aimé dans Eternals pour le coup. Je trouve que ça marche super bien le couple justement avec Phastos. Parce qu'ils les ont traités juste comme des parents. C'est juste des parents. Alors que c'est 2 hommes, ça pourrait être 2 femmes, ça pourrait être un homme et une femme. C'est juste 2 parents qui ont un enfant. Et avec le père qui est pas un éternel. Qui est en mode, enfin c'est un père quoi. C'est juste, écoute, si tu peux permettre que notre enfant ait l'occasion de sourire une journée de plus, bah tu mets ton costume et t'y vas mon loulou. Et je trouvais vraiment, ouais, c'est un truc, n'importe qui peut se reconnaître, que tu sois de la même sexualité ou pas du tout, machin, bah tu te reconnais quand même, parce que c'est juste des parents qui aiment leur enfant. Moi ça me dérange moins dans Éternel, parce qu'il y a ce côté de, c'est des personnages importants dans l'histoire, et ça fait un peu partie aussi de leur identité. Parce que moi l'inclusivité, je n'ai absolument rien contre. D'ailleurs, je pense que Disney le fait d'ailleurs plus pour plaire un peu au lobby, malheureusement, plus que pour intégrer des gens parce qu'ils ont envie de les représenter. Je crois en l'inclusivité quand c'est pour bien représenter. Si tu fais ça juste anecdotiquement, ça fait comme dans la société, des gens qui sont plus reclus quelque part. En fait, quand c'est juste pas intéressant pour l'histoire, c'est juste ça en fait. Moi, j'ai aucun problème. C'est pas forcément qu'ils doivent être importants pour l'histoire, parce que les gens juste existent, des fois. Je veux dire, personnage peut marcher dans une rue, il va croiser 2 mecs main dans la main, ils sont pas importants pour l'histoire, ben juste ils existent. Comme il va croiser 2 hétéros qui se tiennent par la main, et juste ils existent. Donc, c'est pas forcément... Par contre, il faut pas... Je me suis mal exprimé. Oui, mais je sais bien, c'est pour ça, je sais bien que tu es tout à fait d'accord là-dessus. Mais après, je sais aussi que des fois, après, les gens comprennent mal ou machin, justement, c'est pour être vraiment précis. Donc, il n'y a pas besoin qu'ils aient une utilité pour l'histoire, c'est juste que les gens existent. Par contre, quand tu vas devoir transformer ton histoire parce que tu as une obligation à un moment de placer quelque chose parce qu'on te dit qu'il faut le faire, là je suis moins d'accord. Moi je suis vraiment plus pour le côté, j'ai pas besoin que chaque film soit une espèce de musée d'anthropologie. Ce dont j'ai envie, par contre, c'est qu'on permette à des gens différents, de différents horizons, de porter leur voix. Là, tu vois, par exemple, ça tombe bien, il y a eu l'exemple, là il y a le film, j'avais fait une réaction au trailer de Monkey Man. Et je trouve ça hyper intéressant. Avec Dev Patel. Dev Patel, du coup, lui, sa première réalisation, avec un film qui se passe en Inde, et le cast, on voit un occidental à un moment qui a l'air juste d'être un type qui apparaît quelques secondes, qui est le mec qui commente le combat, sinon c'est que des Indiens. Et je veux pas qu'il rajoute des occidentaux, je veux pas qu'il rajoute machin. Ce mec qui arrive avec sa culture, avec sa voix, va raconter son... Et je trouve ça génial que ce soit produit par Jordan Peele en plus, qui lui a fait ça pour le cinéma d'horreur à prédominance afro-américaine, et pareil, qui a prouvé que ça pouvait cartonner au cinéma, et c'est génial, et que Jordan Peele fasse ça maintenant en produisant quelqu'un d'origine indienne qui ramène cette... Je trouve ça génial, moi c'est ça que je veux voir. C'est pas des gens... Parce que le studio dit il nous faut tel pourcentage, il faut tel machin, si on va aller aux Oscars avec les nouvelles règles, il faut qu'on ait tel truc, tel pourcentage, tel machin.
Non, moi je veux que ce soit des gens qui apportent leur voix, qui ont des histoires à raconter, qui ont envie de la raconter dans ces contextes-là. Et là, c'est génial. Là, c'est super intéressant. Je suis entièrement d'accord. Parce que, non mais c'est juste le cahier des charges. C'est-à-dire, la méthode Marvel, c'est aussi un film avec beaucoup d'humour, avec des petits caméos qui font plaisir, des petits personnages mignons, des petits personnages ridicules. Tu mets ça en plus du cahier des charges de il faut telle personne dedans, telle personne dedans, telle personne dedans. En fait, des problèmes d'inclusivité qui n'existent qu'à Hollywood, parce que tu fais un film coréen, t'as 0 blanc. Parasite qui a gueulé parce qu'il y avait que des asiatiques. On s'en fout. Le film est très bien, quoi. En fait, c'est tout mon argumentaire, c'est ça en fait. Plus le cahier des charges est élevé, plus tu veux absolument inclure tel truc, telle proportion d'humour, telle proportion de personnage qui fait des blagues, qui reprend son sérieux pour combattre, il y a 2 combats, machin. C'est une espèce d'uniformisation très lourde, et où on a l'impression dans chaque film, tu retrouves la même chose. Parce que ça avait commencé avec les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, cette histoire de l'humour, de l'action, des personnages attachants, avec toujours les mêmes types de personnages. Marvel qui a commencé à faire presque que ça, que ce soit les films Avengers, surtout Endgame, qui prend ce truc-là, Thor, les films Spider-Man, même les Ant-Man, ça s'est propagé aussi comme un cancer chez DC, avec des films comme Shazam, Aquaman 2, ils ont commencé à reprendre exactement le même schéma, ce qui fait que maintenant, la concurrence fait exactement la même chose, et qu'on se retrouve avec des films, parce que le grand public ne fait pas la différence entre Marvel et DC, hein, ça devient les mêmes films. Et le problème de ça, c'est que on passe d'une méthode qui marche, qui fonctionne, et ça on le sait, hein, ça a été pris comme un modèle au début quand ça fonctionnait, jusqu'au Covid, jusqu'à Avengers Endgame globalement, ça plaisait, et en fait, c'était pas forcément universel, c'était pas forcément toujours la même chose et tout, qu'on a beaucoup plus aujourd'hui, t'as besoin de films qui changent enfin les règles et qui te montrent autre chose. On parle de Blade, il faut que ce soit une réussite. Des films qui veulent montrer autre chose dans le film de super-héros, parce que, en fait, quand tu vois le prochain DC, prochain Marvel, t'as pas envie d'y aller, tu sais déjà ce que ça va être comme film. Et c'est le problème, et on l'a vu avec l'espèce de succès critique unanime qu'a eu Across the Spider-Verse et avant lui Into the Spider-Verse, où là, t'as une proposition, t'as quelque chose, le film, on l'aime ou on l'aime pas, mais tu vois au moins qu'on te propose quelque chose. Et malheureusement, on te propose de moins en moins de choses variées, et j'ai l'impression que même les studios, ils comprennent pas que c'est ça qu'on veut. C'est pas, on aime ça, alors il faut faire que ça. C'est pas, on a mis un caméo, alors tous nos prochains films, il va y avoir des caméos, et tout le monde va venir. Et en fait, non, ce qu'on veut, c'est des trucs variés, ce qui était plus le cas avant, je trouve. Ce côté de univers partagé, malheureusement, il y a beaucoup de contraintes, qui rajoutent encore un cahier des charges, qui refait encore une fois que les films deviennent les mêmes. Parce que par exemple, des films comme The Joker ou The Batman, qui ont été des bons films, des très bons films, parce que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et on peut se permettre de faire ça aussi parce qu'on se dit, bah on va pas être obligé de plaire à tous les gens qui ont suivi notre univers. Donc moi personnellement, ce côté de commencent tous à se ressembler, les films, font que je pense que les gens sélectionnent beaucoup plus les films qu'ils vont voir, voire n'en voient plus aucun, parce qu'ils ont déjà tout vu. Ouais, effectivement, c'est ce qui se passe à chaque fois. De toute façon, dès qu'un style de film, depuis dans plein de domaines, de toute façon, c'est le problème de ce genre de marché de masse, quoi. Dès que quelque chose commence à fonctionner, tout le monde veut faire pareil. Vu qu'ils multiplient les projets, on va essayer de suivre cette recette-là, sachant qu'ils mettent des exécutifs pour chapeauter les projets, encore une fois, qui n'ont pas forcément l'expérience de comment on gère une série ou un film. Et t'arrives sur ces trucs-là, quoi, où tout se ressemble et de moins en moins qualitatif. C'est des cycles dans le cinéma. C'est ce qu'il y a eu avec les westerns, c'est ce qu'il y a eu avec les actionneurs des années 80, c'est ce qui se passe à chaque fois. T'as un style qui fonctionne, tout le monde fait pareil, et résultat, la qualité va en dégringolant. C'est toujours le cas. C'est bizarre qu'ils arrivent plus à se renouveler, alors qu'ils ont littéralement des centaines de milliers de comics qu'ils peuvent exploiter. En fait, les films de Marvel sont devenus tellement populaires, et ils font jamais de référence aux comics, à part une petite indication basée sur les Marvel Comics. Des fois, tu sais même pas d'où c'est basé sur les comics. Mais c'était devenu tellement populaire que, comme la plupart des fans aujourd'hui de Marvel, en tout cas qui se disent fans de Marvel, ne connaissent pas les comics et en fait en ont rien à faire. Donc en fait, on se retrouve avec une fanbase de personnes qui, je dis pas ne s'y connaît pas, mais par exemple, un fan d'Harry Potter, on va tous être d'accord pour dire que lui s'y connaît plus en ayant lu tous les livres, tous les spin-offs ou je sais pas quoi, que quelqu'un qui a vu les films. Enfin, il le reconnaîtra. Alors que dans cette fanbase là, comme la grande majorité n'a pas lu les comics et n'a pas lu les mêmes comics dans tous les cas, on se dit, tout le monde se dit, on s'en fout des comics. Moi, je passe pour un gros ringard quand je dis, pourquoi ils font ça alors que c'est pas les comics. Et on a l'impression que les, entre guillemets, vrais fans, parce qu'il n'y a pas de vrais fans, mais les gens qui sont censés connaître le matériau de base,
se passent pour des gros ringards. Comme tu dis, effectivement, enfin, y a pas... On n'est pas du tout dans le gatekeeping. Tout le monde peut être fan à la manière dont il le veut. T'as tout à fait le droit de te dire fan de super-héros en étant un fan des films, en n'ayant pas lu de comics. J'ai aucun souci là-dessus. Il n'y a vraiment pas d'histoire de barrière à mettre ou quoi que ce soit. Après, c'est vraiment Twitter. C'est vraiment ce truc sur Twitter, c'est ce grand truc on porte son ignorance comme un espèce d'étendard dont on est super fier. Et t'as l'impression que c'est une fierté de pas savoir. Il y a aucun problème à ne pas savoir. Aucun problème à ne pas avoir lu. Aucun problème à machin. Mais qu'on vienne pas effectivement nous dire oui mais n'importe quoi, ça sert à rien machin. T'entends quelqu'un dire effectivement c'était vachement mieux fait dans les comics. Soit t'es curieux et tu vas lire le comic et tu te fais ton avis par toi-même, soit tu l'as pas lu, tu sais pas, bah t'en sais rien, tu dis rien. Au pire tu dis j'ai aimé le film quand même, mais commence pas à dire oui vous faites chier avec vos comics machin. J'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux et je sais clairement qu'il y en a qui peuvent m'apprendre quelque chose. Si le gars a lu sur ce sur quoi c'est inspiré et que c'est encore mieux, il peut t'apporter ce recul-là et te dire ça aurait pu être encore mieux. Ça veut pas dire que le film est mauvais ou quoi, mais par exemple, quand j'entends des gens dire mais The Marvels, je comprends pas, c'est un film sympa, oui c'est pas le meilleur, mais il est bon, mais je me dis mais t'as tellement de trucs à adapter, et t'adaptes un truc qui n'existe pas et qui en plus n'a pas d'intérêt. En plus, même si t'adaptes rien, tu peux approfondir tes personnages. Et j'ai pas l'impression que c'est fait dans The Marvels. Et donc, je me suis fait encore plus insulter quand j'ai parlé de The Marvels en disant que j'avais pas du tout aimé, parce que un méchant, comme moi j'aime le dire, ça fait tout d'un film de super-héros, parce que quand le méchant est bon, le héros a tendance à être bon aussi. Quand le méchant est claqué, généralement ça donne l'indice sur le niveau du film. Le problème de The Marvel, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'arc. Ça n'a aucun sens dans la manière dont c'est développé. En gros, c'est censé être les conséquences des actes de Carol Danvers par rapport à la destruction d'intelligence suprême. Alors qu'il y a déjà un truc qui s'est passé hors champ. Ce qui est déjà un peu dommage. La scène où on voit où elle revient, là, où justement t'as l'origine story de la vilaine, ça aurait été bien de le voir, ça en fait, dans un film. Donc tout le film, c'est censé être, voilà, les conséquences des fois de tes actes. Sauf que, le film n'assume jamais les conséquences de rien. La planète d'eau, on sait pas ce qui lui arrive. On sait pas s'ils sont tous morts ou quoi. 2 secondes après, ils s'en rappellent plus, ils font des blagues. Ça démontre le scénario du film. Au lieu de prendre... C'est une planète qui est composée, il me semble, à 97% d'eau, un truc comme ça. Voire plus, je sais plus. 99, je sais plus. Au lieu de prendre leur eau à l'autre bout de la planète, là où il y a personne, ils attaquent le seul bout de terre qu'il y a sur la planète pour prendre l'eau juste à côté. Ils arrivent avec 50 vaisseaux. Et genre, ils sont 12, les soldats. Moi je me dis il doit y avoir des vaisseaux gonflables pour faire peur en fait, faire croire qu'ils sont plein de monde, et la plupart c'est des faux vaisseaux, mais genre ils ont 5 ans, enfin ils ont des vaisseaux géants machin, et ils arrivent, l'autre elle contrôle une planète et tout, et genre j'ai compté hein, ils sont 25 je crois au maximum à tout péter, hein. Ils sont 25 les mecs, c'est ridicule. Les portails, je ne comprends toujours pas comment ça fonctionne, parce que selon la planète, soit ça aspire l'atmosphère, soit ça aspire l'eau, soit ça aspire d'autres trucs, tu sais pas. En plus on nous dit que les portails se ferment pas. Mais du coup c'est le bordel, parce que déjà, ça veut dire que l'atmosphère, tu la prends pas entièrement, tu divises l'atmosphère entre les 2 planètes. Pareil pour l'eau, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'elle a bien calculé? Parce que ça se trouve, vu qu'il y a 89, on ne sait pas la taille des planètes, ça se trouve ça va complètement déborder, elle va complètement... enfin, ça n'a aucun sens. Et puis, pourquoi leur soleil... Ok, il y a eu une guerre civile qui a foutu la planète en l'air. Comment une guerre civile, ça a foiré leur soleil? Comment? Une guerre civile a complètement fait vriller leur soleil. De quoi tu me parles? Enfin, y a rien qui va dans ce film. En termes d'arc narratif, y a rien qui va. Pour aller plus loin, elles sont censées intervertir de place dès qu'elles échangent leur pouvoir. C'est faux. Elles utilisent des fois leur pouvoir, et c'est quand elles l'utilisent pour la 4e fois qu'elles changent de place. Ça n'a aucun sens. Et même la fin, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'elle n'a absolument aucun sens. Je sais plus comment... Elle va se suicider, on est d'accord, hein. Je sais même plus. Sur la première planète où t'as la base des cris des Skrulls, à laquelle avait été fait référence justement dans Secret Invasion, on les découvre là. Et là donc t'as une Kamala qui ne supporte pas qu'ils doivent abandonner des gens. Juste après, sur la planète d'eau, c'est elle cette fois qui dit non faut qu'on parte. Donc t'as même pas un développement au fil du film, c'est d'une scène à l'autre, ça y est c'est réglé ce côté là. Donc du coup y a plus rien à faire là-dessus, le développement est déjà fait. C'est n'importe quoi, c'est pas comme ça que tu gères un truc. Et la fin, ce qui est génial, c'est que du coup l'autre elle crève quand elle met les 2 bracelets parce qu'elle est pas capable de supporter le pouvoir. Qu'est-ce qu'elles font? Elle donne les 2 bracelets à Kamala en mode ouais vas-y mets-les toi. On va voir ce que ça va te faire à toi. Et ça fait rien. Mais ils savent pas, ils viennent de voir l'autre exploser alors qu'elle était capable comme de gérer des pouvoirs et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi ça a des pouvoirs? Son putain de marteau là, il avait pas de pouvoir le marteau de Ronan. T'as l'impression que les mecs qui ont fait le film ont vu les Gardiens de la Galaxie mais sans le son. Ils ont pas mis le son.
Et ils ont juste vu le marteau de Ronan quand il a la pierre d'infinité et que du coup il a des pouvoirs violets effectivement. Ah ouais, c'est vrai ça. Elle a les mêmes pouvoirs que Ben quand oui. Ronan a sa pierre Sauf qu'il n'y d'infinité. a pas de raison, les marteaux n'ont pas de pouvoir. Je voulais parler du multivers, on peut venir au multivers, qui pour moi, déjà dans les comics, était à l'époque où ils avaient plus d'idées de comment ramener les gens à lire les comics, et donc ils se sont dit, bah les gens vont pas suivre nos personnages, et même il y avait certains personnages qui étaient morts, hein. Ils ont fait ce multivers là pour dire en gros, c'est un nouvel univers, pour dire c'est presque la même histoire, mais c'est pas grave si elle change un peu, et pour moi c'était déjà, dans les comics, un aveu d'échec de se dire, on peut plus intéresser avec soit des nouveaux personnages, soit intéressé avec la suite de nos histoires. C'est devenu parce que la naissance du multivers en comics, c'est avec une histoire qui s'appelle The Flash of Two Worlds, avec la rencontre de Barry Allen et Jay Garrick, qui à la base est arrivé parce que chez DC il y avait ce truc où en fait les héros du Golden Age, donc la JSA avec Jay Garrick et tout ça, Alan Scott en Green Lantern, ainsi de suite. Quand il y a eu l'arrivée du Silver Age, et que du coup ils ont créé Hal Jordan, cette fois avec le Green Lantern Corp, quand ils ont créé Barry Allen et ainsi de suite, ce qu'ils ont dit, c'est que du coup, les héros du Golden Age, c'était Terre 2. Enfin, Terre S à l'époque, qui est devenue Terre 2 après. Et que Barry et tout ça, c'était Terre 1. Et donc, la première histoire dans laquelle t'as eu le multivers, c'était Flash of Two Worlds, avec cette fameuse couverture, avec un mur au milieu, avec les deux flashs de chaque côté qui courent. Et donc, c'était la première. Mais, avec le temps, effectivement, c'est vraiment devenu vas-y, ça va nous permettre de ramener des personnages, ça va nous permettre de... Tiens, le personnage là fonctionne, bah comme ça on en aura 12 versions du même personnage, et ainsi de suite. Et effectivement, oui, c'est devenu de la paresse. C'est un peu un paradoxe, parce que ça peut à la fois aborder des histoires hyper intéressantes, et à la fois, c'est quand même la majorité du temps des histoires, soit pour ramener des personnages morts parce qu'on n'arrive plus à intéresser sans ça, soit pour refaire un reboot. C'est plus un truc de prétexte Surtout le problème, que ça enlève beaucoup d'impact. d'envie. Ça enlève beaucoup d'impact aux événements. C'est-à-dire que maintenant, quand un personnage meurt, tu dis ouais, mais de toute façon, il en existe 492 milliards d'autres versions. Ouais, et en plus, t'as envie de les voir. C'est-à-dire que maintenant, tu sais qu'il y a un Loki suprême, mais tu sais aussi qu'il y en a 50 000 milliards d'autres, et tu te dis, bah, si on les voit pas, c'est bizarre. C'est comme je me disais, faut qu'on voit tous les Strange, tous les Kang, mais en fait, comme c'est infini le multivers, tu peux pas tous les voir. Tu peux pas, en fait, tout montrer. En fait, le multivers, si ton intention c'est de faire un truc avec un truc final qui implique absolument tout le multivers, et c'est là où je trouve que Hickman a été très intelligent, parce qu'en fait, lui, c'est la fin du multivers, donc il reste peu, voire pas de réalité. C'est là où il a été fort, parce que, du coup, ça implique peu de monde, et plus il y a d'univers, plus ça va être catastrophique. Mais regarde en plus, regarde par exemple, les gens adorent Captain America, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer une nouvelle version, on va faire Captain Carter. Sauf que les gens s'en foutent un peu. Alors je dis pas, hein, y a des gens qui l'aiment bien, mais ils ont essayé d'en sortir des comics du coup. Ça s'est arrêté au bout d'une mini-série puisque ça s'est pas vendu. Évidemment qu'il y a des gens qui aiment bien Captain Carter, machin, j'ai rien contre non plus, hein. Mais ça a pas provoqué ce qu'ils en espéraient. Eux, ils étaient persuadés que ça allait devenir the next big thing, tu vois. Mais non, parce que c'est juste un manque d'imagination. Quand ils ont fait l'épisode de What If avec Captain Carter, ils ont juste refait l'origine story de Captain America. Et justement, c'était la grande plainte à ce moment-là sur la saison 1 de What If. Où c'était, mais elle est où l'imagination? C'est quoi l'intérêt d'un What If? Vous avez juste fait Captain America, mais c'est une femme. Moi, personnellement, je comprends pas comment un producteur comme Kevin Feige, qui sait ce qui marche, te propose des séries comme Ironheart, comme Agatha, comme Wonder Man, comme Echo plus récemment, et qui se disent ça va marcher, ça va fonctionner de fou, et on va cartonner avec ça. Et moi, je me suis dit, avec Echo, je me suis dit, mais comme ça intéresse vraiment personne, c'est forcément qu'ils avaient une idée derrière et que ça va être une bonne série. Quand un producteur lance un truc et que de base, c'est un flop assuré, pour moi, je suis parti du principe que c'était vraiment un banger qu'ils allaient proposer, parce qu'ils étaient confiants sur le fait que ça marche. Et quand je vois ça... Ils pensaient qu'Antomania était un banger, hein. Les acteurs, à quel moment, comment il s'appelle, Samuel L. Jackson, lit le script de Secret Invasion et ne se révolte pas de la pauvre qualité de l'écriture et du final. En fait, je suis d'accord, ils sont payés, ils sont contents et tout, mais... Si, mais une fois que t'es dedans, t'as signé le contrat. Mais... Qu'est-ce que tu veux faire? Disons, je pense qu'il y a deux catégories d'acteurs. Il y a ceux qui s'en foutent et qui touchent leur chèque et qui font leur truc et il n'y a pas de problème. Et par exemple, quand tu parles de Elizabeth Olsen dans Multiverse of Madness, je pense que si elle n'était pas intervenue, ils auraient peut-être fait de la merde, tu vois. Il y a des acteurs, à mon avis, qui s'impliquent plus que d'autres. Et puis après, il faut aussi voir... tu sais, c'est différent, parce que t'es sur un tournage. Peut-être qu'effectivement, tu te rends compte que le script est pas incroyable, mais qu'en même temps, tu passes un trop bon moment.
que ça se passe super bien avec les équipes et tout ça. Tu vois, la manière de le vivre, c'est différent quand t'es de l'intérieur, quoi. Peut-être que le rapport est super bon avec le réal, peut-être que entre les acteurs ça se passe trop bien, et voilà, on sait que le script est pas incroyable, mais par contre on passe notre meilleure vie, quoi. Et le problème, voilà, pour tout ce qui est multivers, déjà qu'on voyait la moindre incohérence dans le MCU avant le multivers, là tout est incohérence. Tout devient incohérence quand tu sais que tout est possible dans tous les univers. Le souci, c'est qu'il y a un gros problème avec les règles. Le problème, c'est que vu que chacun écrit son truc de son côté, et que c'est compliqué maintenant de tout chapeauter en même temps parce qu'il se passe trop de choses en simultané de tous les côtés, t'as besoin de règles hyper précises pour que ça fonctionne. T'as besoin d'être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et là, donc déjà, comme on le disait tout à l'heure, il y a le fait de mélanger des histoires de voyage dans le temps avec des histoires de multivers, ce qui déjà n'a aucun sens. Pourquoi avoir été chercher Kang, je ne comprends toujours pas. Tu ne ramènes pas le mec dont le principe même est le voyage dans le temps, alors que ça s'appelle l'arc multiversel. C'est débile. En plus, après, au moins, il faut que tes règles soient hyper précises. Or là, c'est pas le cas. On a des règles différentes dans Loki de ce qu'elles sont dans Endgame. Jusqu'à maintenant, le multivers, il a été très peu développé en réalité. Très peu. Et moi, je pense que, limite, pour cause de... Comme le multivers, c'est compliqué, et que les gens captent rien, j'ai l'impression qu'on prend un peu le public pour des débiles en mode bon, de toute façon, on leur donnera une explication bidon et ils comprendront. On nous rabâche, et ça, ils l'ont dit officiellement, que l'univers 616, c'est l'éternel flux temporel. Moi, il va falloir m'expliquer pourquoi les variants sont autant différents, c'est-à-dire, naissent différemment, vont jusqu'à vieux, par exemple les vieux Loki qui n'a absolument aucun rapport. Comment ils peuvent être aussi différents si on a vu que les agents de la TVA intervenaient hyper rapidement sur le flux temporel dès qu'il y avait un Nexus. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi il pouvait y avoir une femme qui vienne chercher quand elle a 8 ans, alors qu'elle est déjà variante depuis 8 ans, par exemple. Alors, et en fait, tout ça, tout devient incohérent avec le multivers, parce que comme tout est possible, rien ne l'est. Enfin, c'est un peu compliqué, mais en fait, les gens vont voir ces problèmes. Et en fait, là où avant on disait tout est lié, c'est cool et tout, le MCU, ils ont toujours un peu fait comme ça. Par exemple, Infinity War, au lieu de savoir déjà à l'avance, ils ont attendu de voir où finissait Thor dans Ragnarok pour mettre le début d'Infinity War. Donc ils ont attendu que le film se fasse, au lieu de dire d'abord on va faire là pour qu'il arrive là. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué de relier tous les concepts proposés par des scénaristes différents, sachant qu'ils sont extrêmement différents, extrêmement complexes et pas forcément complémentaires. Donc les gens, avec le multivers, tu les perds. Sur un film où c'est très restreint, comme par exemple Everything Everywhere All at Once, tu comprends et t'en veux pas plus. T'as compris le concept, machin. Sauf que là, c'est un concept différent par film et à la fin, tout va se relier. Et c'est là que tu vas voir qu'ils se sont perdus eux-mêmes. Et à mon avis, ils vont décanoniser ou alors oublier certains concepts qu'ils ont introduits. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la différence entre l'Occident et le Japon, sur le truc des adaptations. On est encore dans une question quelque part d'ego, entre guillemets. C'est qu'au lieu de se mettre au service de l'univers partagé, chaque groupe de scénaristes a son ego et veut pouvoir raconter son histoire et raconter son histoire à sa manière. Et du coup, va complètement assumer d'effectivement changer des règles ou quoi, parce que ça correspond pas à la manière dont ils veulent raconter l'histoire. Sauf que le problème, c'est que c'est un univers partagé. Et que, ok, oui, je suis pour la liberté des artistes et tout ça, mais si tu décides de bosser sur un univers partagé, tu l'assumes. Et dans ce cas, tu bosses en équipe. Et donc, tu dois avoir les mêmes règles. Et j'en veux même pas à eux, j'en veux au-dessus de ne pas imposer le truc. Parce que c'est les gens qui donnent, c'est les producteurs au-dessus, c'est les gens qui donnent les ordres, qui sont censés faire respecter ce truc-là. Mais ouais, t'arrives sur un truc où selon le film que tu vois, selon la série que tu vois, t'as pas les mêmes règles. Et t'es là en mode, mais je comprends plus, quoi. Alors on peut changer le passé, on peut pas le changer. Ça change à quel point, mais du coup, il y a une TVA par univers. Enfin. En fait, entre tous ces concepts compliqués, et à la fois le fait que, pourquoi c'était aussi attractif, parce qu'on savait que c'était comme un puzzle avec le puzzle final, la finalité, avec un film Avengers qui était assez régulier, hein, ça arrivait tous les 3 ans, machin. Sauf que là, tu veux t'intéresser à des personnages que tu ne reverras pas avant 5, 6 ans, voire plus, et c'est trop. À l'époque, par exemple, un Captain Marvel, tu l'aurais jamais regardé si le film Avengers Endgame était sorti 8 ans après, on est d'accord. Là, ça a fonctionné parce qu'il y avait cette proximité entre les projets avec des liens qui menaient à ce film-là. Donc les gens avaient envie de savoir. La première saga, c'était, au fur et à mesure on apprenait, il y a 6 pierres, il y a un grand méchant, chaque pierre a un énorme pouvoir, il faut pas que le méchant puisse attraper les 6 pierres. Simple, tout le monde peut comprendre, tu sais où ça va, ok, nickel. Là, on sait même pas vraiment ce qui a provoqué les instabilités, parce que selon
on dit oui, c'est le sort de Multiverse of Madness, ou alors c'est les histoires avec Loki et la mort de machin, et t'en as qui disent mais peut-être que la mort de celui qui demeure, si tu mets en parallèle avec le sort de machin, et puis en fait avec Multiverse of Madness, si tu passes les... Enfin, quoi ? Mais à la limite, t'as pas envie de comprendre. T'as pas envie de chercher de comprendre. Tu te désintéresses tout simplement. C'est le cas de beaucoup de gens. Quand je vois dans l'épisode, je sais plus combien, mais de la 2e ou 3e, je pense le 3e, de la saison 2 de Loki, qui a énormément de qualité. J'ai adoré la saison 2 de Loki. Sa direction artistique, etc. Mais quand tu vois qu'ils arrivent à détruire tout le multivers en 2 secondes, et que ça n'a, pour le spectateur, aucune incidence, tu vois juste des lignes s'effacer, en fait, tu te dissocies totalement des enjeux. Et donc, c'est tellement loin de toi, tes préoccupations, tu vois pas comment toi, ça pourrait t'impacter dans la vie réelle, que c'est juste osef, en fait. Et que, en fait, les gens adorent... Pourquoi ils adorent Daredevil c'est une histoire très terre-à-terre qui pourrait les toucher, eux. Et je pense que plus tu vas vers le multivers, des trucs abstraits qui n'existent pas, et voilà, plus les gens n'en ont rien à faire. Le délire, ça, pour moi, ça a toujours été une règle centrale. La chose la plus importante... c'est qu'on arrive à te faire t'attacher au personnage. La saison 2 de Loki, même s'il y a énormément de choses extrêmement complexes, et en vrai je le disais quand je faisais mes reviews à chaque fois des épisodes, c'était je comprends pas mais je m'en fous. Parce que t'as un arc hyper intéressant de juste un mec qui est en train d'apprendre qu'en fait être seul, ça lui convient pas, et qu'il a besoin des autres. Et qui ensuite fait le sacrifice final de je vais quand même être tout seul, mais parce que c'est pour justement sauver les autres, c'est pour leur permettre de vivre. C'est ça qui fait que ça marche, malgré la complexité autour. Et quand t'as ça, ça fonctionne. Mais quand t'as des films où les personnages sont mal développés et qu'en plus t'as cette complexité autour, t'as plus rien à quoi te raccrocher. Et du coup, juste, tu te lasses et tu le regardes pas. Et du coup, le film d'après, tu dis, ah ouais, mais dans ce cas, si je vais le voir, faut que je vois le film d'avant. J'ai pas super envie, et c'est comme ça que les gens se détachent et arrêtent de les regarder. Pour moi, Quantumania, c'est ça. Il a pas énormément marché. C'est aussi parce que dans le premier, t'avais ce côté, c'est ma fille, machin, qui peut un peu toucher un peu tout le monde. Dans le deuxième, c'était plus, c'est ma mère, qu'il faut la retrouver et tout. C'était un peu plus intéressant. Dans le troisième, les personnages dissociés de toute profondeur, en fait, et t'as pas envie de t'intéresser à la complexité de ce qui nous est raconté, même si Quantumania, on va pas se mentir, n'est pas complexe du tout. Et je pense que c'est typiquement ce genre de film-là qui font que les gens vont pas voir n'importe quel projet Marvel comme c'était le cas avant. Ouais. Avant, t'y allais en fermant les yeux, tu te disais, je vais passer un bon moment, il va y avoir ce que j'aime. Et sauf que maintenant, tu retournes des personnages que t'as pas forcément vu parce que t'as pas Disney+. En vrai, il y a peu de gens qui ont Disney+, notamment en France. Il y a peu de gens qui ont Disney+, et qui ont envie de voir les projets avec les retours. Comme en interne, ils pensent que tout le monde suit leur univers. J'ai l'impression qu'ils se mettent pas à la place de quelqu'un qui est néophyte et qui vient dans l'univers, qui va peut-être son premier film, ce sera, je sais pas, Thunderbolts. Et il faut qu'on nous montre des personnages qui peuvent être attachants sans qu'il y ait eu de choses avant. Et c'est pas le cas, par exemple, de Quantumania. Ouais. C'est intéressant, c'est un point super important ce que tu disais, c'est que ça effectivement c'est indéniable qu'il y a eu un shift, et que là où avant t'y allais, de toute façon tu savais que tu aurais un film de qualité, qui allait te plaire plus ou moins, mais tu savais que ça allait quand même être un bon moment. Là où maintenant les gens c'est en mode, alors est-ce que ça vaut le coup d'y aller le prochain ? Et ça c'est vrai, ça a été un énorme changement par rapport au MCU, et on le voit, les films font des chiffres, alors attention, c'est pas une catastrophe, on n'est pas en train de dire que le MCU perd de l'argent à chaque film ou je sais pas quoi, mais les box-office, très clairement, sont très décevants par rapport à ce qu'ils en attendent. Même pour les succès, parce qu'il faut bien penser, les gens l'oublient souvent, les gens voient 600, 700 millions, ils se disent, mais attends, c'est énorme, c'est fou, machin. Oui, mais les budgets sont énormes, faut comprendre. Et les gens oublient très souvent que quand on entend le box-office n'est pas ce que le studio touche. Déjà, il y a plus de la moitié qui va au cinéma. Quand un film fait 600 millions, c'est pas 600 millions que touche Marvel Studios, c'est au grand maximum 300 millions. Sans compter après tout le reste, des frais et tout ça. Donc,
Et donc les chiffres effectivement sont assez tristes sur les dernières années. Et ouais, il y a un vrai problème sur la remise en question. Je suis pas sûr que Kevin Feige actuellement sache vraiment ce que les gens veulent pour le coup. Il y a des films qui peuvent faire penser que oui dans les dernières décisions, mais qui sont des trucs en vrai de logique simple, quoi. Encore une fois, comprendre qu'un showrunner pour une série c'est important, ça a fait marrer tout le monde. Les gens de l'industrie se marraient. Les gens de l'industrie. Vraiment, vous comprenez maintenant, les gars ? C'est comme, je sais pas moi, ce qu'on voit avec Spider-Man 4, on a l'impression qu'il y a une opposition entre Sony et Marvel. On a l'impression que Marvel a compris ce qu'il fallait pour Spider-Man et que Sony n'a pas compris. Parce que ils ont cartonné avec le Across the Spider-Verse qui est sur le Spider-Verse, ils ont cartonné avec No Way Home qui est sur... voilà. Il semblerait que du côté de Sony, l'envie ce soit de faire revenir Tobey Maguire et Andrew Garfield pour encore jouer sur ce côté, la nostalgie et tout ça, alors que du côté de Marvel, des rumeurs qu'on a, il semblerait que leur but ce soit plutôt de faire un film terre à terre avec un Daredevil qui aurait un rôle assez important, c'est pour replacer pour les gens qui seraient pas au courant du coup des dernières histoires. Après, moi je l'ai toujours dit, je pense qu'on parlait de pourquoi ça désintéresse. On a abordé plein de sujets, je pense aussi les films Avengers qui ont clairement, je dis pas tué, mais... En fait déjà, il y a un film qui s'appelle Avengers Endgame. Endgame, c'est la fin. Et les gens, il y a beaucoup de gens déjà qui se sont dit, moi j'arrête là, c'est fini, c'est la fin de l'arc, il y a plus les personnages principaux, machin. Surtout que c'est des films qui ont amené énormément d'enjeux, des enjeux colossaux, et surtout un méchant extrêmement charismatique et extrêmement bon, et des héros qui avaient des bonnes relations, et c'était assez simple en fait. C'est les Avengers, c'est un peu les héros de toute la Terre, voilà. Et après tu te dis, tu te retrouves avec un film suivant qui est Far From Home, qui a beaucoup intéressé, puisque bon c'était juste après Endgame qu'il est venu, voilà, mais où les enjeux sont quand même bien moindres. Après tu te retrouves avec Black Widow, et donc quand t'as une espèce d'escalier, et t'as l'impression de retomber en bas de l'escalier, et en fait les gens en avaient presque fini en fait avec ça. Il y a ça, il y a le fait que dans ce qui a suivi Endgame, je trouve personnellement qu'ils se sont bien moins débrouillés dans les introductions de nouveaux personnages. Alors c'est ma hot take à moi, mais je trouve que pour moi les vrais problèmes d'écriture c'est à partir de Shang-Chi. Je sais que plein de gens aiment Shang-Chi, mais je trouve que vraiment la paresse d'écriture est apparu vraiment avec Shang-Chi. C'est avec ce film-là où c'est passé en mode vas-y on peut faire ce qu'on veut, on s'en fout, on est le MCU. Ce qu'on raconte ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, ça passera, ils vont kiffer quand même. On va faire une bête avec deux postérieurs qui parlent par télépathie avec l'autre. C'est bon, ça passera, y a pas de souci. C'est le cahier des charges dont je parlais tout à l'heure, c'est la méthode Marvel, il faut un petit personnage mignon qui va faire vendre des figurines pop. Ouais, mais le script, il y a plein d'éléments dans Shang-Chi, dès que tu réfléchis, qui ont aucun sens. Et c'était moi pas aussi, on passe pour des aigris, mais... J'avais pas ce problème là avant avec le MCU, mais vraiment depuis Shang-Chi, c'est le film où vraiment je me suis dit, mais c'est complètement débile ce qu'il raconte. Et pareil, le père qui est fou amoureux de la mère, qui ferait n'importe quoi, mais qui attend des mois en entendant sa femme qui l'appelle au secours, qui attend des mois en mode non mais c'est bon, mon fils viendra. Non, ce père-là, t'inquiète pas que le jour même, il était devant son fils et il lui prenait le pendentif de force. Ça n'a aucun sens ce qui se passe dans le film. Mais donc oui, mais c'est moi ce que j'aime pas dans Shang-Chi, parce que je sais que beaucoup l'aiment pour tout ce qui est côté visuel. Ouais, ils ont mis un skin asiatique dessus qui est super cool effectivement. Mais voilà, après c'est le même film que les autres. Moi, quand je suis sorti du film, j'ai dit c'est Osef. Quand je l'ai revu, j'ai dit c'est Osef. C'est un film que j'aime pas particulièrement, mais que je déteste pas particulièrement. Il y a des bons éléments, il y a des trucs cool dedans, attention, on dit pas que c'est le pire film du monde ou machin, loin de là. Je sais pas. Donc pareil, ça n'a aucun sens, parce que du coup, on te dit qu'en fait, si il est en train de devenir fou, c'est parce que il porte les bracelets en continu depuis pas longtemps. Sauf que le mec est censé avoir 1000 ans ou je sais pas quoi. Or, c'est les bracelets qui l'empêchent de vieillir. Donc, il les portait très souvent, les bracelets, en fait. Voir tout le temps. Sinon, il aurait vieilli. Et pareil, moi, il y a un truc qui me fait délirer. C'est con, c'est un détail, mais c'est l'histoire, tu sais, quand tu as le flashback où tu les vois gamins. Et t'as le plan, tu sais, qui se transforme en eau, la machin, qui montre le truc. Et tu dis, mais elle l'a ramené avec elle, en fait, le plan. Elle l'avait caché dans sa poche. Ça s'est passé comment? Qui a fait système de 2 pendentifs? Ça vient d'où ce truc? Pourquoi il y a ça? D'où elle le sort? Enfin bon, passons. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais par rapport au MCU, il y a effectivement donc
la baisse un peu en qualité, il y a la multiplication des projets, il y a le fait que ça demande énormément de temps aux gens, que les gens ont une vie, que beaucoup ont grandi, ont des enfants, ont un travail, ont plein de choses à faire, ont une vie quotidienne, et que à un moment, et que t'as une multiplication des plateformes, que du coup t'as pas non plus que les super-héros dans la vie. Maintenant tu peux avoir 12 plateformes de streaming à la maison, il y a des séries de partout, il se passe des trucs de partout, il y a des films de partout. Et comme je disais, il suffit un moment que t'aies raté une série et que t'as le film après, t'as pas regardé Miss Marvel. Et t'as pas regardé WandaVision. Et d'un coup t'as The Marvel qui arrive, on dit qu'il y a ces personnages là, tu te dis attends, ouais mais alors du coup faut que je vois les 2 séries avant d'aller voir le film. Tu regardes pas non plus Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parce qu'il parle de WandaVision. Et tu te dis ouais j'ai pas eu le temps de voir les autres avant, là non j'ai des trucs à faire, j'ai les gamins à emmener au sport, j'ai machin, j'ai pas le temps de voir les séries avant, tant pis, ça sera pour plus tard. Et les gens petit à petit juste se détachent, parce qu'ils vont en rater une, puis en rater 2, puis ainsi de suite. Et il y a tellement de propositions, pourquoi je regarderais pas une autre série dont tout le monde dit du bien et qui me demande pas de voir quoi que ce soit avant et après. À la fois, ils vont pas plaire aux gens qui ne connaissent rien, parce qu'ils font sans cesse des liens, mais à la fois, je trouve pas assez lié et pas assez clair pour les gens qui sont fans absolus et qui suivent tous les projets. Ils perdent les deux côtés. Je vois aucun projet depuis Endgame qui a apporté un nouveau public à l'univers Marvel. Et je parle de DC, DC c'est encore pire. Hein. DC ils ont perdu même leur fanbase, ils l'ont perdu. Parce que ça c'est aussi un point très important. C'est compliqué. C'est que ça a complètement perdu son côté événementiel. À une époque, il y avait le manque, il y avait la hype quand on savait qu'un projet arrivait, parce qu'il y avait du temps entre les projets. Et du coup, voilà, ça théorisait, ça machin. Et maintenant il n'y a plus, puisqu'il y en a tout le temps des films. Il y en a tout le temps. Alors là, on est dans une période où c'est un peu spécial, parce qu'on est dans l'après-grève. Mais le film est passé. Il y a une série qui arrive. Et puis il y a une série Star Wars. Et puis il y a un machin. Et puis il y a un truc. Mais tu vois, déjà dans ces univers nerds, parce que le public est un peu le même, tu vois, Marvel, Star Wars, ces choses-là. Mais c'est le problème même du système d'une plateforme comme Disney+. Ça veut dire qu'il leur faut toujours un contenu pour ces fans-là. Quand un programme MCU est fini, tu vois, ils alternent à chaque fois. Quand un programme MCU est fini, bim, pas longtemps après, faut qu'il y ait un programme Star Wars qui commence pour que tu continues, que les gens continuent leur abonnement, qu'ils aillent pas les abonner. Et donc t'as tout le temps quelque chose. Et donc t'as plus le côté où les gens en parlent. Et même les gens qui sont pas forcément des gros nerds, parce qu'il y a cette hype, comme ça, cette émulsion, vont être intéressés aussi, participer à cette espèce, parce que tout le monde en parlait, autour de la machine à café, le lendemain au boulot, les gens parlaient de ça, au collège, les gens parlaient de ça, à la fac, les gens parlaient de ça. C'est plus le cas, parce qu'il y en a tout le temps. Maintenant, il y en a qui vont regarder House of the Dragon, il y en a qui vont regarder, tu vois, des programmes où t'as pas besoin, en fait, de regarder 12 saisons d'autres choses avant, et 48 films. En mettant de côté la qualité des programmes, qui sont parfois très contestables, je trouve que l'abonnement Disney+, pour les fans comme moi par exemple, il est pas vraiment rentable. Pas trop. Moi, l'année précédente, à part Loki... Franchement, Disney+, tu regardes ce que t'as envie de voir, ça te prend pas si longtemps que ça, et une fois que c'est fait, en termes de nouveautés, c'est pas dingue. J'aimerais bien qu'on parle aussi de... Je sais pas si... mais la pandémie aussi a eu aussi un... Comment dire ? En fait, t'as l'impression qu'il y a un avant et un après pandémie du Covid. Complètement. Parce que tu vois bien que l'avant, t'avais des Aquaman qui faisaient des milliards, plus 1 milliard. T'avais Endgame et 2018, 2019, 2000. T'avais des milliards et des milliards au box-office pour des films Marvel ou DC. Et on voit que ça a clairement. Je pense aussi peut-être que c'est parce que le cinéma s'est un peu dépopularisé, parce que tout le monde regardait les plateformes streaming ou autres. Je pense aussi que comme il y a eu après le Covid énormément d'inflation, exactement, tout ce qui est les artistes VFX et tout, ils ont des qualités de vie quand même terribles, avec des journées de des heures et des heures qui finissent hyper tard, on leur demande de changer des plans au dernier moment et tout. Donc bien sûr que ça joue sur eux, en plus de leur méthode de faire des riches. Et les gens, quand t'as une inflation comme ça, le premier poste de dépense qui va être réduit, c'est celui du divertissement, ce qui est logique. T'as complètement raison, c'est qu'en fait la pandémie a eu un double effet. T'as eu l'effet de faire perdre l'habitude d'aller en salle, et du coup les gens maintenant, alors attention, il y a eu des très gros succès, mais quand il y a le côté événementiel, ce côté qu'il n'y a plus pour les films de super-héros. Un film comme Barbie, parce qu'il y a eu le délire de Barbenheimer,
ça a attiré à mort parce qu'il y avait ce côté événementiel, double truc, ce côté social. Ça en a fait un événement social où du coup tout le monde allait le voir. Vraiment, c'était un événement social. Ça a marché avec No Way Home, qui est sorti après la pandémie, parce que t'avais ce retour, voilà, t'avais la nostalgie, t'avais le retour des 2 Spider-Man. Donc, t'as d'une part le fait de la perte d'habitude avec des gens qui sont habitués à regarder des films chez eux sur les plateformes, surtout qu'il y a eu ces très mauvais choix d'HBO et de Disney de sortir des films en simultané et au cinéma et sur les plateformes de streaming. Donc t'as ça, et effectivement, comme tu l'as très bien rajouté, t'as le truc de l'inflation qui a suivi. Et ouais, les gens choisissent parce que n'empêche, mine de rien, avec une famille, les Américains regardent surtout de toute façon le box-office américain. Ça a toujours été le grand truc. Quand ils parlent de box-office, ils parlent du domestique en règle générale. Et une famille, entre l'essence, entre 15-20$ par personne, si t'es une famille, une soirée au cinéma, ça te coûte 100$. Avec le popcorn, le bordel, les machins, t'en as pour plus de 100$ pour une famille. Bah non, en fait, tu restes chez toi et tu regardes Netflix. On peut parler de Cross the Spider-Verse, mais qui a pas dépassé le milliard, mais il en était pas très loin, il me semble. Le deuxième a fait beaucoup mieux, ouais, le premier était bien en dessous. Bah, il a fait énormément plus que le premier parce qu'il y avait cette attente. Ça fait 5 ans entre les deux. Et ça, pour le coup, il y a ce côté événementiel. Parce qu'il y a eu le bouche à oreille. Parce qu'il y a eu le bouche à oreille entre les deux, parce que les gens l'ont vu ensuite, mais le premier, malgré la qualité, malgré le bouche à oreille, avait fait, je sais plus, mais c'était pas énorme, c'était dans les entre 400 et 500 millions, je crois, un truc dans le genre. Et le deuxième a mieux marché. Mais parce que voilà, il y a eu effectivement ce côté, c'est devenu un événement, parce qu'il y a eu cette hype commune, parce que les gens adoraient le premier. Que t'as des enchaînements avec des Thor Love and Thunder, des The Marvels qui sont pas des films événements en fait. Alors qui sont des films. Quand on parle d'adaptation, Thor Love and Thunder, tu reprenais vraiment le massacre de Dieu. Je défie quiconque qui a vu Love and Thunder, qui ne connaît pas le comics, de lire ce comics et de me dire qu'il valait mieux faire Love and Thunder. Mais il tue tous les dieux hors caméra. Ouais. C'est le massacreur de Dieu qui sait faire peur aux enfants en leur racontant des histoires. Super. Putain, paye ton bilan quoi. Bah, je pense que ça effraie les enfants, mais ça s'arrête là, je pense. Ouais. Non, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, ouais. T'as plus ce côté événement. T'as plus ce côté faut aller voir le dernier Marvel. Les gens, c'est ouais, je le verrai en streaming. C'est bon, je suis pas pressé. Surtout que dans la première saga, il y avait ce délire où à chaque fois, il y avait tellement cette hype qu'à chaque fois, c'était est-ce qu'il y aura des indices ? Est-ce qu'il y aura des indices sur ce qui va arriver ? Et c'était tout ça. Pourquoi ? On le sait très bien, Captain Marvel a fait le score qu'il a fait le milliard, parce que c'était l'avant Endgame. Et qu'on nous a dit que ça serait important pour Endgame. Donc tout le monde y a été. Même s'il n'y avait pas forcément un intérêt incroyable pour Captain Marvel, et on le voit maintenant avec le deuxième, il y avait le côté, ouais, mais il y aura peut-être un indice sur ce qui va se passer après. Faut pas louper un film, faut pas louper un truc. Et il n'y avait pas les séries à l'époque. Il y a ça aussi. C'est qu'il n'y avait pas les séries, il n'y avait que les films. Donc on attendait entre chaque film. On n'avait pas des séries à la maison en attendant qu'on pouvait regarder. Donc il y avait vraiment ce manque. Il n'y a plus de sentiment de manque, encore une fois. C'est ça le truc, il n'y a plus ce besoin. De toute façon, on a tout le temps des trucs à regarder. C'est ça aussi. Je pense qu'on a fait un peu le tour et je pense qu'on pourrait conclure en disant qu'est-ce qui va se passer pour ces programmes. Alors on peut parler de DC qui va essayer de se relever en créant un nouvel univers. Donc eux ils repartent de zéro et on va voir à quel point ils vont réussir à varier leur programme et à réintéresser les gens. Et puis de l'autre, Marvel qui va devoir batailler pour que les gens restent attentifs à ce qui se passe pour Secret Wars, parce que j'ai peur. Parce qu'il y a, comme tu l'as dit, côté événement, je pense que les films Avengers, ça a marché. Parce qu'il y a côté événement, parce que là, ça fera 10 ans qu'il n'y en a pas eu, donc oui, il y aura un gros succès. Mais j'ai peur du truc ça fera un moins bon succès, dans le sens où, au fur des années, il y a plus de monde qui quitte le bateau, et au final, il n'y a plus personne pour leur finalité. On est dans une transition hyper importante, qui va vraiment décider de beaucoup de choses pour l'avenir. Je pense que la série Daredevil est méga importante. Vraiment. S'ils ratent Daredevil, ça va d'autant plus lâcher encore le bateau. Alors, ils ont la chance d'avoir Deadpool 3 qui arrive, qui à mon avis va cartonner et j'espère va être plutôt réussi. Ce qui va faire du bien. Après, ça va être l'enchaînement 4 Fantastic Thunderbolts qui va être hyper important. Pour moi, vraiment, c'est parce que Deadpool 3, je le mets pour moi dans les succès quasi assurés. Mais Daredevil, côté série. Et après, il y a les séries, alors il y a Wonder Man. Non, mais ça, je pense que toutes les séries vont flopper. Je pense aussi. Et côté... À part Daredevil, peut-être. Ouais. Bah, Daredevil, vraiment, pour moi, ça c'est... Parce qu'elle est vraiment hyper attendue au tournant. Et le problème qu'ils ont, c'est qu'ils se la pétaient un peu en mode... ouais, c'est trop cool. Echo, ça a renvoyé plein de gens sur les séries Netflix qui ont été regarder la série Daredevil après avoir vu Echo. Alors que c'est bien. C'est de la com. Non, mais... Je l'ai entendu, effectivement, autour de moi, de gens qui se sont dit, tiens, j'ai envie d'aller voir Daredevil. Le souci,
c'est que du coup, d'une, les gens se sont rendus compte que l'histoire de ouais, Echo c'est une série violente, machin, c'était du vent, et qu'ils ont vu la qualité. Et j'ai entendu plein de gens dire putain, je me rappelais pas qu'effectivement c'était à ce niveau-là, à l'époque. Comment ça se fait qu'on est tombé à ce point-là? Et donc, c'est des gens qui se rendent compte de la différence, soit ceux qui l'avaient pas vu depuis longtemps, soit ceux qui le découvrent, qui se rendent compte de putain, c'était vachement mieux en fait. Et donc, c'est encore pire pour les prochaines séries Marvel, parce que maintenant, il y a plein de gens qui ont l'outil de comparaison de ces anciennes séries. Je pense qu'il y a une génération en particulier qui a aimé le MCU, et comme ils sont en train de grandir, de devenir plus matures, quoi, je pense qu'il y a aussi cette envie de changement de ton. Je suis pas sûr justement qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le bateau, donc autant plaire aux gens qui sont là déjà depuis longtemps. On parlait d'Harry Potter tout à l'heure. La grande réussite qu'a eu Harry Potter, et on parlait justement du prisonnier d'Azkaban, c'est qu'Harry Potter, ça partait de gamins qui avaient adoré les bouquins, sauf qu'il y a eu cette intelligence de se rendre compte que ces gamins grandissent. Et t'arrives au prisonnier d'Azkaban, et t'as un changement de ton, t'arrives sur un truc vachement plus sombre, et la saga Harry Potter, une de ses énormes réussites, c'est d'avoir su grandir avec son public. Et le MCU, t'as des gens qui effectivement, d'une, leur goût s'affine, parce que c'est des gens qui grandissent, qui voient plein de films, et qui ont des outils de comparaison de plus en plus, et du coup effectivement qui vont devenir plus difficiles avec le temps, ce qui est normal, mais aussi qui grandissent et qui ont besoin que ça change de ton, et que ça grandisse avec eux, ce que n'a pas fait le MCU. Il y a eu des films plus sombres, plus intéressants, sur la première saga, on n'a pas eu d'équivalent sur la deuxième. Un petit peu Eternals qui a tenté, et puis Multiverse of Madness un petit peu, mais ouais, c'est vrai que contrairement à Harry Potter, effectivement le MCU, alors c'est ce qu'ils essayent de faire maintenant en disant qu'ils vont aller sur du plus sombre et tout ça, on va voir. Et quand je dis plus sombre, ça veut pas dire qu'il faut arrêter l'humour et tout, c'est juste avoir du choix, pas toujours, comme tu le disais très bien, pas avoir ce moule à gaufre qui te sort la même gaufre à chaque fois, quoi. Il faut que tu puisses un peu jouer avec les tonalités, jouer avec les... jouer avec ce que tu proposes. Créer un peu de diversité. Après, moi, personnellement, pour moi, les deux programmes qui vont déterminer personnellement la suite, ce sera Superman Legacy côté DC, parce que on va voir si est-ce qu'une origin story peut encore intéresser les gens malgré toutes celles qu'il y a déjà eu. Et il y a aussi pour moi les 4 Fantastiques. Après c'est peut-être biaisé comme je te l'ai dit parce que moi j'aime bien l'équipe, mais c'est pour voir si est-ce qu'une nouvelle équipe un peu à l'esprit Gardien de la Galaxie de l'époque peut faire sensation et ramener des gens en salle, parce qu'on sait qu'il y a énormément de potentiel avec les 4 Fantastiques comme équipe, qu'ils ont énormément de méchants iconiques, et aussi par le fait que on va arriver à une période qui sera juste avant les films Avengers ou pas loin avant, qui sera le film le plus ambitieux, avec un réal qui a prouvé ce qu'il savait faire sur WandaVision, avec quand même WandaVision qui est une des séries les plus les plus originales qui a été proposée. On peut y trouver des qualités, des défauts, enfin bref, on pense que veut. Pour moi, c'est la meilleure série du non, mais de ce côté-là, objectivement, c'est une série qui a vraiment tenté. Le final est un peu loupé, mais c'est une série qui a tenté des choses, qui étaient hyper intéressantes dans son contenu. Non, il y a eu de très bonnes choses. Puis voilà, c'est surtout, on demande du changement, et pour le coup, là, ils nous ont proposé avec quelque chose qui a, je suppose, pratiquement jamais été fait. En tout cas, dans ce genre-là, ça a jamais été fait. Mais pour moi, les 4 Fantastiques, j'ai l'impression qu'ils essayent d'apporter un point de vue plus d'auteur et tout. J'ai hâte de voir ça, et moi personnellement, c'est le projet que j'attends le plus, même Avengers confondu, parce que comme je te l'ai dit, les Avengers, à mon avis, à part du fanservice, je sais pas ce qu'ils vont nous proposer. Mais donc ouais, ce film vraiment, pour moi, va déterminer si je m'intéresse vraiment encore autant au MCU ou pas. Voilà. C'est vrai que ça va être un film important, effectivement. Les 4 Fantastiques. Pour moi, c'est bizarre, hein. Ils auraient dû vraiment lancer des liens multiversels, tout ça, avec les 4 Fantastiques, justement. Avec le conseil des Reed. Tu vois, ce conseil de Reed Richards à travers le multivers. C'est là-dessus qu'il aurait dû lancer vraiment. Commencer simple, tu vois, juste avec le côté Reed Richards. Tu me fais un Quantumania avec les 4 Fantastiques coincés dans le royaume quantique, ce qui serait au final logique. Avec un Kang beaucoup plus sombre et beaucoup plus badass, quoi. À mon avis, ça aurait pu être une très grande réussite d'introduction. Parce que là, t'as juste 2 personnes qui viennent qui savent se réduire, qui peuvent les fourmis. Le grand moment de méchanceté de Kang, c'est quand il soulève la Cassie, là, il la met à l'horizontale, et genre il la fait tomber d'1 mètre. Waouh, quel grand instant. Oh là là. Mais après, tout le monde j'ai vu sur X et tout, mais tout le monde ressort ce même truc. Le futur grand méchant, il a été battu par des fourmis, quoi. Et même s'il avait pas été battu par les fourmis, battu par Ant-Man, c'est quand même un peu la honte. Bah ouais.
C'est problématique, quoi. C'est... Le Bref. problème, c'est qu'on l'a vu se faire battre Donc plusieurs moi, ce fois que déjà, j'espère- on l'a vu se faire battre à chaque fois qu'il est apparu, quoi. Ouais. Ce qui va déterminer vraiment la suite, c'est s'ils arrivent à se renouveler, juste ça. S'ils arrivent à même changer de genre, parce que, en fait, c'est comme tu as dit, les westerns. Bah, les westerns, il peut y en avoir aujourd'hui. S'ils étaient faits aujourd'hui, il faudrait plus qu'ils soient du tout la même chose pour intéresser les gens. Et pour moi, il faut un renouvellement du genre. C'est le moment, en fait, de changer totalement les codes du genre pour intéresser. Et je pense qu'ils s'en sont capables s'ils prennent vraiment conscience de ce que le public leur demande. Parce que le public, il demande que à être surpris, en fait. Je pense que c'est vraiment le côté changement, côté nouveau, côté fraîcheur, qui fait que ça va et marcher. réduire le rythme. Voilà. Pour moi, il faut aussi réduire le rythme. Ce qu'ils comptent faire, ce qu'ils avaient dit justement. Mais il faut aussi réduire le rythme parce que c'est trop. Tu demandes trop de travail aux gens, ça devient quasiment des devoirs. Ce sera plus rentable, en plus, je pense. Évidemment. Parce que là, ils font plein de projets qui leur font perdre de l'argent. S'ils en font que 2 comme à l'époque où ils cartonnent, ça Il n'y a sera plus mieux. de côté exceptionnel. C'est une routine et les gens, du Mhm. coup, encore une fois, sont moins pressés d'y aller. Donc, alors qu'avant, il fallait y aller le premier jour parce qu'il fallait y aller avant de se faire spoiler pour être sûr de tout apprendre directement sur l'écran et tout. Il y a plus ce truc-là. Maintenant, c'est ouais, je vais voir peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Te faire spoiler que la méchante, elle se suicide dans The Marvels Ah putain. avec ses deux En plus, bracelets. qui se rappelle du nom de son bras droit? Le mec, on dirait qu'il joue dans Sex and the City. Tu sais, on dirait un assistant dans Sex and the City d'une patronne de magazine de mode. Attends, par contre, premier dog, j'ai totalement oublié. Elle a un assistant? Il y a le mec qui la suit tout le temps, là. Ouais, voilà. Personne s'en souvient. Ah oui, si, le gars qui a la tête de Ronan, mais... Ouais. Enfin, le gars avec les cheveux mais un peu longs peu comme ça. bizarre. Vraiment, on dirait un personnage dans Sex and the City, quoi. Il y aurait pas... Heureusement qu'il y a Iman Vellani, c'est encore le seul truc qui est un peu cool dedans, quoi. Il y a aussi ce côté de... Ils arrivent pas à faire des personnages attachants, ça c'est clair. Ils ont un gros problème sur les passages de flambeau, et ouais. Il y a eu peu de réussite, je trouve, dernièrement. À part Kate Bishop, pour le coup, ils ont bien réussi le passage de flambeau. Iman Vellani, mais c'est vraiment parce que l'actrice elle-même rayonne. Et voilà, c'est elle qui fait que ça fonctionne. Hawkeye, tout le monde dit que c'était nul. Moi, je trouve pas du tout. Parce que ça a fait cette espèce de relation père-fille avec Kate Bishop qui était très cool et en fait qui était beaucoup plus réaliste que ce qu'on avait vu par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Iron Heart? Parce que à mon avis ils vont nous la teaser comme la descendante d'Iron Man. Bah qu'est-ce que tu vas faire? Elle a rien à voir avec lui. Le problème d'Iron Heart en plus, c'est que du coup on l'a déjà vu dans Wakanda Forever, et comme l'avait dit l'actrice elle-même en interview, la série Iron Heart n'était pas encore écrite. Et du coup, les scénaristes de Wakanda Forever se sont retrouvés avec ce personnage qu'ils ne connaissent pas, qui n'a pas de caractère établi. Et elle disait, elle-même, pour le jouer, elle ne connaît pas sa backstory. Elle n'est qu'une fonction. Elle est ce qu'on appelle un personnage fonction. Ça veut dire on a besoin d'elle parce qu'elle a créé cette machine, machin. Mais le délire, c'est que elle ne connaît rien de son personnage. Elle sait pas si elle a une famille, si sa famille est morte, si machin, si... Et du coup, elle le joue d'une manière assez neutre pour que l'histoire puisse être écrite plus tard. Parenthèse, ce qui me fait vachement marrer, c'est qu'à la fin de Wakanda Forever, il la renvoie aux États-Unis. Il y a quand même tous les gouvernements du monde qui voulaient la choper, la fille. Et à la fin, c'est juste, vas-y, rentre chez toi. Pardon, vous vous rappelez quand même que vous vous êtes enfui des États-Unis parce que les autorités voulaient la choper? Et juste vous la renvoyer comme ça, alors que la situation est encore pire qu'au départ? Pareil, ça n'a aucun sens, c'est débile. Normalement, elle arrive à l'aéroport, tous les flics du monde l'arrêtent direct. C'est débile. Bah il y a aussi ce problème de chronologie aussi, où tu sais plus ce qu'il y a avant quoi, qu'est-ce qui fait quoi. Pareil, la série Daredevil, je sais pas comment ils vont expliquer tout ça, ils vont expliquer qu'il a été snappé, je sais pas. Les gens qui pensent que c'était prévu depuis longtemps, machin, que ce soit canon, ça a toujours été... Non. Vincent D'Onofrio a bien dit, c'est à partir du moment où ils ont viré l'ancienne équipe, où ils ont fait la pause sur la série, et avec du coup les deux réalisateurs qui sont venus de Lucky, c'est là qu'ils ont décidé qu'en fait, ils allaient dire que c'était canon. À la base, ils devaient dire que Karen et Foggy étaient morts entre les deux, étaient morts hors champ, pour pas avoir à les mettre dans la série. Je sais pas quoi penser de Daredevil Born Again en fait, parce que j'ai l'impression que du coup avec cette nouvelle direction, ils vont pas, comme je l'ai dit juste avant, ils vont plaire ni aux fans de Daredevil parce qu'ils veulent un peu inclure les gens qui connaissent pas, et ils vont pas plaire non plus aux nouveaux parce qu'ils vont pas comprendre ce qui s'est passé avant. Parce que le caïd va pas être développé, parce que c'est une nouvelle série mais qui ne porte pas son nom, parce qu'en fait c'est Daredevil saison 4, la nouvelle direction c'est ça. Maintenant oui. Après, donc à mon avis ça va perdre les deux, parties. J'attends de voir parce que du coup ils ont aussi rappelé le chorégraphe de combat.
et Cascadeur de Daredevil. C'est un arc intéressant, l'arc de Fisk qui devient maire de la ville. Par contre, s'il est toujours méchant, faudra m'expliquer parce que elle l'a soigné, Echo. Donc, il est plus censé être méchant maintenant. Moi, je suis fatigué là. Je suis fatigué de Vraiment, Dieu. il est guéri. C'est un homme nouveau qui n'a plus de méchanceté en lui, qui a réglé ses problèmes avec son passé. Je sais pas, il est pas du tout le même de projet en projet, le Caïd. Non, C'est n'importe quoi. à la fin d'Hawkeye, c'était une version Tex Avery. Genre le mec, vraiment pour moi c'était Bibi et le coyote. Le mec il se prend une bagnole, il se prend des flèches explosives, il rebondit sur le plafond et machin, et puis il se relève, puis il se prend une balle dans l'œil, et il se prend une balle dans l'œil, et il enlève son pansement, et il a juste des petits traits rouges près de l'œil. Genre, putain, ça fait ça une balle dans le MCU, c'est cool quoi. Il se prend une balle dans l'œil, mais en fait c'est tout autour de l'œil que c'est le Il a truc. juste, on dirait qu'il fait une allergie au chat ou j'en sais rien quoi. Ça va en fait. Pourquoi il a un cache-œil, il aurait des pansements autour de l'œil? Ouais. Je sais pas. Tu vois, moi je pensais que c'était un trou, une balle et tout, mais non, il semblerait. J'aurais préféré qu'il reste comme ça pour au moins le démarquer d'avant, mais non. Au moins qu'ils disent que la balle s'est enfoncée dans le crâne, qu'il a un œil de verre ou j'en sais rien, enfin un truc. Là c'est vraiment juste qu'il enlève son pansement, il a rien, il a juste des petites marques. À mon avis, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire à la fin d'Echo. C'est à la fin de Hawkeye, pardon. C'est encore ce problème de... On fait des fins, mais en fait, déjà, les projets, on n'a même pas commencé de les développer. On sait même pas ce que ce sera la suite. À l'époque, ça marchait parce que quand il y a 2 films par an, ça marche. Mais quand il y a 6 séries, 5 films, c'est plus du tout la même. Hein. Donc, voilà. Et t'as quelque chose à rajouter? Ouais, juste, j'ai envie de bien faire comprendre, du coup, parce que je sais qu'on va parler de haters et de machin. Il y a des choses que j'adore encore dans le MCU, sinon j'aurais arrêté de le regarder. Hein. J'ai adoré la saison 2 de Loki, j'ai adoré Eternals, j'ai beaucoup aimé Multiverse of Madness, mais aimer quelque chose, c'est aussi voir ses défauts. Parce que justement, on a envie qu'il soit au maximum de son potentiel. Si on accepte tout, c'est pas de l'amour et ça n'a aucun sens. C'est comme si j'allais au resto, que j'aimais le plat mais que la viande était à moitié cuite et que je disais rien. C'est débile en fait. Et encore une fois, on parle de Marvel Studios, le délire de oui mais ça va pour du Marvel. Non, si tu me parles d'un studio qui a pas beaucoup de pognon, qui est un studio indé, qui arrive à te faire un film, quand je vais voir Godzilla Minus One, qui a des petits défauts de VFX, que le film a coûté 15 millions, y a pas de souci les gars, le film est incroyable et je vais pas vous en vouloir pour 2-3 ratés en VFX. Quand c'est un studio qui met 300 millions sur un film, allez vous faire voir, vous êtes censé pouvoir proposer ce qui se fait de mieux. Faut être logique hein. Et sur une série qui s'appelle She-Hulk aussi. Ça c'est encore un débat. Mais bon, qu'est-ce qui est l'actualité de ta chaîne, toi? Je sais que tu viens de passer les 2000, donc oui, déjà bravo. Ouais, c'est cool. C'est un palier. Ça fait plaisir. Bah, sur les programmes réguliers, en tout cas, il y a toujours, tous les dimanches des Déviants avec toutes les news ciné et séries. Puis on se marre bien et on fait des tangentes et on parle de plein de choses. Donc tous les dimanches soirs à 20h30 et tous les lundis à 20h30, c'est les lundis lecture des Déviants. Et là, du coup, c'est toutes les news comics, les sorties de la semaine, des discussions, des débats. Des fois, on parle de titres qui viennent de sortir, comme on l'a fait avec Ultimate Spider-Man, ou le run actuel de Wonder Woman de Tom King, par exemple. Et puis après, des vidéos toute la semaine, selon l'actualité, des réactions à des trailers, des critiques de films. Là, je vais aller voir, alors peut-être après, pour quand sortira la vidéo, mais là, je sais qu'il va y avoir Argyll, par exemple, que je vais aller voir. J'ai vu une critique pour Godzilla Minus One, enfin voilà, plein de choses, selon les envies. Et puis du Twitch aussi, plein de choses sur Twitch aussi, voilà.